Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Aujourd'hui, qu'on revend des marques parmi les plus exclusives au monde. On a la chance d'avoir ouvert D-Style maintenant il y a 2 ans, donc on a fait une antenne à part ici à Zaventem. On a créé un des multi-brands les plus, je pense, haut de gamme d'Europe. Et quand je discute avec justement les patrons de ces marques-là, qui eux sont présents dans le monde entier, ils me disent, Smaïl, ce que vous avez fait à Bruxelles est unique. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Ismaël Boufrahi, décorateur d'intérieur et conseiller en aménagement et mobilier d'intérieur. Ismaël nous parle de son incroyable parcours et comment il s'est retrouvé à rejoindre les paracommandos à 18 ans, puis plus tard vendeur de meubles discount, pour enfin devenir l'un des décorateurs d'intérieur les plus prisés de Belgique en seulement quelques années. Il nous partage aussi comment les valeurs inculquées par ses parents et comment sa relation avec Dieu sont à la source de son succès. Et souvent, on a un mauvais exemple de la richesse, et la richesse, c'est pas ce qu'on a. La richesse et le succès et la réussite, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on laisse. C'est pas avoir de l'argent, c'est pas avoir de biens, c'est pas avoir ci. Non, c'est est-ce que vous faites des choses bien, est-ce que vous avez un impact positif sur votre entourage et est-ce que vous faites des choses bien dans cette planète. Ça, c'est des actions qui vont nous accompagner dans notre tombe. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah Ismaël. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, akhi Abdelrahman. Je suis très heureux de t'avoir sur mon podcast Muslim Makers. Comment vas-tu? Je vais très bien, alhamdoulilah, je te remercie. J'espère pareil de ton côté. Très très bien, écoute. Très très bien. Ismaël, pour commencer, je te propose de te présenter. Ok, bah écoute, Ismaël Boufrahi, j'ai 42 ans, d'origine marocaine, né et grandi à Bruxelles, marié, 3 enfants. Et voilà, ça c'est moi au niveau privé. Au niveau professionnel, un parcours qui était normalement fait pour être dans le sport. J'ai été karatéka international assez tôt, puis je me suis amusé à courir beaucoup. Et donc à 18 ans, j'ai quitté mon inscription universitaire pour devenir paracommando. Et puis après, le destin a fait que je me suis retrouvé dans le mobilier. Voilà, ça c'est en quelques lignes en résumé qui je suis. Vu comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il allait faire du paracommando, puis du mobilier, karaté, Exactement. voilà. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, déjà dans ton enfance, c'était quoi tes aspirations quand tu étais jeune et aussi dans quel environnement tu as grandi? Alors, bien sûr, j'ai grandi dans un environnement tout à fait normal, c'est-à-dire que j'ai eu des parents, tout ce qu'il y a de plus normal, un papa qui était chauffeur de taxi. On était quand même 10 frères et sœurs, donc une grande famille. Bon, un Inch'Allah. papa qui est venu du Maroc il y a presque maintenant 50 ans, et donc on a été réputé pour être une famille de niveau populaire. Donc, je veux dire, là, grandi dans un quartier qui n'était pas le plus facile. C'était, bon, pour ceux qui connaissent Bruxelles, un quartier qu'on appelait, entre guillemets, je vais dire vulgairement, la cage aux ours, ce qui veut dire beaucoup de choses. Un quartier difficile. Mais alhamdoulilah, j'ai eu des parents très présents, un papa qui nous a transmis de très, très, très belles valeurs et bien sûr une maman qui les faisait respecter. Et donc, on a grandi, alhamdoulilah, je veux dire, à notre niveau, ta'atullah, donc dans le chemin que Dieu nous a demandé de suivre. Et le papa s'est assuré qu'on avait des valeurs qu'on ne retrouve plus si facilement aujourd'hui. Mais donc, j'ai grandi dans un environnement familial normal, 2 frères, 7 sœurs. Et voilà, j'ai grandi, j'étais, je veux dire, un parcours scolaire qui était brillant au niveau, je veux dire, travail, et qui était un peu plus chahuté au niveau comportemental, parce que j'étais un garçon qui aimait beaucoup parler. Et donc, j'ai fait plusieurs écoles en secondaire, parce que dans le temps, je pense que les professeurs et aussi le corps disciplinaire, donc les éducateurs, n'avaient pas encore la mentalité de comprendre qu'un élève qui était peut-être un peu je veux dire, chahuteux ou indiscipliné ne voulait pas nécessairement dire un mauvais élève, mais un élève qui avait peut-être besoin d'autre chose. Et donc, j'ai dû faire 4 écoles secondaires. J'ai jamais raté. J'ai d'ailleurs souvent été premier de classe parce que, alhamdoulilah, Dieu m'a donné des compétences qui faisaient que j'arrivais à comprendre assez facilement les cours. Mais au niveau du comportement, bon, j'étais un peu indiscipliné, on va dire ça comme ça. Mais je suis arrivé à l'université à 18 ans. Je m'étais inscrit, j'avais commencé un parcours en tant qu'ingénieur commercial parce que j'ai réussi mon bac en sciences éco, maths fortes, de très, très bons résultats. Et c'était juste l'amour du sport et surtout l'envie de me marier tôt. J'avais des 17 ans, 18 ans, envie de faire ma vie, de trouver une fille bien, de me marier. Voilà, je veux dire, démarrer une vie de foyer. Je n'avais pas envie de m'amuser, de jouer. Donc ça, je pense que c'était quelque chose qui était très fort aussi, inclus dans mes valeurs et mes principes.
Et donc, c'est ça qui m'a orienté vers justement le choix paracommando parce que vu le niveau de sport que je faisais dans le temps, ça me permettait de continuer à pratiquer mon sport de manière même plus intensive et plus professionnelle, tout en ayant une rémunération. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté l'université en décembre et je me suis inscrit chez les paracommandos et j'y ai fait 2 ans. Ok. Et le sport, c'était avant, hein. Tu faisais du sport à haut niveau en karaté avant. Oui, j'ai fait du sport disons, de mes 7 ans à mes 20 ans et le karaté de 7 à 17 ans, donc pendant une bonne dizaine d'années. Et puis bon, à 18 ans, je suis rentré à l'armée, donc voilà. Voilà, mais oui, le sport, c'était intensif. J'allais courir quasi 20 km 4 à 5 fois par semaine avant d'aller à l'école. Donc je me réveillais assez tôt. Déjà là, j'avais une discipline et une motivation Hmm. importante. Et donc je me réveillais avant d'aller à l'école, généralement vers 5 heures du matin, prière de Fajr, et puis j'allais faire mon jogging avant d'aller à l'école. Le niveau professionnel, il n'y avait pas spécialement d'aspiration à ce moment-là. C'était pour te marier, tu cherchais un travail, mais Oui, c'est c'était pas ça. quelque Oui, oui, bien chose en sûr. particulier que. Non, non, je voulais avoir une situation. J'avais pas encore vraiment de vision. La seule chose, quand j'ai commencé la vie à l'université, je me suis rendu compte que je bougeais de trop, que j'avais ce besoin de beaucoup bouger. Et comme j'ai eu un parcours scolaire, je vais dire entre guillemets assez facile, j'ai compris qu'à l'université, non, ça allait pas être facile, qu'il fallait être derrière. Et je me voyais pas passer 5 ans, après c'est chacun ses motivations et sa volonté, mais je me voyais pas passer 5 ans derrière des bancs d'école ou d'université plutôt. Et surtout, je me voyais pas après, à 24 ans, aller chercher un travail, puis aller travailler ce que moi j'appelle la notion d'employé en chemise cravate. C'était pas quelque chose Ouais. qui m'attirait parce que bon voilà, j'avais un parcours à ce moment-là d'ingénieur commercial, donc c'est plutôt un travail de bureau. Et à ce temps-là, non, j'avais envie de bouger. C'était pas une question de, j'étais pas attiré par l'argent, donc je visais pas, tiens, oui, en tant qu'ingénieur commercial, je gagnerais mieux ma vie que si je fais une carrière sportive, parce que dans le karaté, on gagne pas beaucoup d'argent. Hein. Karaté, au meilleur des cas, on donne bras court le soir dans un club et c'est me rémunérer 30 euros de l'heure. Donc c'est pas, et même en étant champion du monde, on peut pas gagner des millions avec le karaté. Donc c'était pas du tout une motivation financière, c'était plutôt une motivation de, c'est ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui aux jeunes, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Parce que je pense que quand on fait ce qu'on veut, on est plus heureux que quand on fait quelque chose qui n'est pas nécessairement ce qu'on aime, même si on va être au final plus riche. La richesse, c'est pas ce qui apporte le bonheur, même si c'est toujours facile à dire comme ça. Mais ma volonté, en tout cas à moi, a été de vraiment suivre ce que j'avais envie de faire. Et voilà, j'avais envie de faire du sport, j'avais envie de bouger. Et donc, la carrière paracommando, à cet âge-là, surtout quand on est jeune, est un bon tremplin pour pouvoir continuer à faire du sport, être rémunéré, donc finalement avoir une situation professionnelle et avancer dans la vie. Et pourquoi spécialement les paracommandos? Tu as découvert ça comment? Parce à ce moment-là, c'était ce qu'il y avait de plus compliqué et j'aime bien les choses compliquées. Voilà, c'est tout. Simplement, Les j'ai jamais paracommandos, cherché les choses faciles. Ouais. Parce que tu avais rejoint l'armée avant les paracommandos? Non, 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 absolument pas. Non, non, j'y suis rentré. Non, bien sûr, j'y suis rentré à 18 ans, donc tu sais pas la rejoindre avant. Hein, il n'engage pas de Mhm. mineur, donc je venais d'être majeur. Et non, non, j'ai passé des tests spécifiques pour être directement paracommando et j'ai eu la chance de les réussir. Et j'ai été engagé directement en tant que candidat paracommando et puis j'ai commencé le process et voilà, non, non. Et C'est voilà. quoi les tests? C'est Bon, quoi les tests pour devenir paracommando? c'est des tests sportifs et psychologiques. C'est des Mhm. tests sportifs et psychologiques. Pour te donner une idée, bon, on a passé les tests. Il y a eu 3000 personnes qui ont passé les tests. Ils ont pris les 400 meilleurs et on a été Ok. finalement breveté à 38. Donc, c'est 38 sur 3000. Et en sachant que c'est déjà Wow. 3000 candidats qui pensaient être capables d'être paracommando, parce que je pense que quand vous postulez, c'est que vous pensez avoir les compétences. Donc là, c'est Hmm. très sélectif, élitiste. Et voilà, on parle de 1997, donc il y avait encore, j'ai envie de dire, la mentalité aussi d'avant, où il fallait vraiment être très, très fort psychologiquement pour, euh, pour voilà, passer chaque étape des tests. Hein. C'est une troupe d'élite qui est généralement envoyée dans des missions très compliquées où on balance à 8, 10 en parachute dans des zones de combat très compliquées où il faut aller rechercher des renseignements et des informations. Donc, Mhm. c'est clair qu'on te prépare à vivre tout seul dans un camp ou dans une forêt ou dans des conditions très compliquées. Donc, ouais, il fallait être motivé, mais voilà, une superbe Ouais, expérience que je regrette absolument pas. d'accord. Et tu as appris quoi de cette expérience? Ouais, c'était surtout psychologique parce qu'au niveau sportif, j'étais déjà bien, bien préparé, mais j'ai Ouais. appris à quel point, en fait, le psychologique dans la vie de tout un chacun, c'est lui qui dirige tout. Parce que j'ai vu là des amis, des candidats qui étaient des monstres physiquement, craquer, pleurer après une semaine d'entraînement parce que psychologiquement, on ne tient pas à devoir dormir 1 heure par jour, se réveiller à toute heure, être en alerte tout le temps. Donc, et j'ai vu des gars très minces, très fins, qui n'avaient absolument pas le physique de Dragon Ball et qui réussissaient. Donc
Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Aussi, tu apprends la responsabilité parce que ce qu'on t'apprend surtout chez les paras, c'est celui qui fait une bêtise qui ne paye pas, c'est les autres qui payent. Parce que pourquoi? On te dit que si tu vas en mission et qu'il y en a un qui fait le con, ben, c'est tout le monde qui se fait bombarder. Et donc, en fait, tu apprends à pousser tout le monde vers l'excellence parce que même, en fait, tu dois aller au niveau du plus faible. C'est le plus faible qui va tirer la bande. Et donc, tu dois vraiment aider les plus faibles à devenir plus forts. Et puis, bien sûr, il y a un tri sélectif qui se fait de façon à ce que le plus faible soit déjà très fort. Parce qu'en mission, s'il y en a un qui fait craquer une branche, ou s'il y en a un qui craque parce qu'il a envie de prendre, je sais pas, n'importe quoi, une cigarette parce il a des besoins de fumer, bah oui, ça peut te faire repérer et tout le monde peut mourir. Et donc voilà, donc on t'apprend ça, on t'apprend vraiment que généralement, s'il y en a un qui fait qu'une bêtise, c'est tous les autres qui payent. Et donc c'est une autre éducation qu'on n'a pas eu l'habitude parce que c'est généralement, par exemple, un bête exemple qui montre bien le truc, c'est que le matin, tu avais les instructeurs qui venaient tester si tout le monde était rasé vraiment au millimètre près. Donc, ils passent avec un morceau de ouate sur ton visage et si le ouate colle, ils vont mettre tout le monde en station pompage et c'est le gars qui est mal rasé qui, lui, va aller à son aise dans la salle de bain, qui va aller reprendre une gilette, qui va se raser le visage et puis qui va revenir pendant que tous les autres sont en train d'attendre en station pompage. Voilà. Enfin, tout plein de choses comme ça qui font qu'en fait, c'est jamais le mauvais qui est puni, c'est toujours les autres. Et en fait, ça pousse surtout à la solidarité, mais ça pousse aussi après la responsabilité parce que tu n'as pas envie d'être mauvais parce que tu ne veux pas faire payer tes amis, tu vois. Donc, c'est un truc comme ça. Et ça te pousse à être très fort pour les autres aussi. Et donc, tu apprends quand même. Donc, la notion de responsabilité et de solidarité est importante. Ok. Je te parle même pas, bien sûr, de la notion de la patience et d'apprendre à souffrir, ce qui est, on veut dire, le quotidien et Hmm. ce avec quoi tu te nourris à chaque minute. Et en tant que musulman, enfin, ça te posait problème ou pour vivre Alors, je pour pense faire la prière que, ou ce genre de choses? bien sûr, je pense qu'en tant que musulman, que ce soit mon expérience chez les paracommandos ou dans la vie, elle est assez similaire finalement. Bien sûr, je pense que nous, surtout aujourd'hui, depuis les attentats du 11 septembre 2001, je veux dire, le musulman et l'islam est souvent mal, j'ai envie de dire, communiqué dans les médias et bien sûr, le monde médiatique met tout le monde contre tout le monde. Mais moi, j'étais en 1997, donc c'était juste avant, bien sûr, les attentats du 11 septembre, mais on avait déjà ce problème, bien sûr, que le musulman n'était pas nécessairement bien vu. Mais je dis toujours que ce qui fait en fait qu'on va être accepté ou pas, c'est nous-mêmes, notre comportement, l'exemplarité qu'on donne ou pas. Et Mhm. oui, bien sûr, j'y suis arrivé. En plus, moi, j'y suis rentré, c'est extraordinaire. C'était le 22 décembre 1997 ou 97. Et si tu vas revoir dans les calendriers, c'était le premier jour du Ramadan. Et donc, subhanallah al-azim, j'ai été mis, bien sûr, face je vais dire, tout un système qui ne s'attendait pas. Et puis, tu rentres en formation. Donc, c'est la période, bien sûr, la plus dure de la carrière. Ouais. C'est la formation. C'est là où tu as les 368 personnes qui ont craqué, hein, 362 personnes qui ont craqué, c'est pendant la formation. Et donc, tu rentres à un moment où tu as besoin d'être à 100%. On ne peut pas te permettre parce que voilà, tu manges déjà presque Hmm. rien, puis tu t'entraînes comme un malade. Et j'y suis rentré et je tenais à pratiquer et j'ai pratiqué mon jeûne et ma prière. Donc, eux sont arrivés à découvrir un jeune musulman qui arrive et qui dit non, moi je veux pratiquer. Et voilà. Et donc, ce que j'expliquais à mes instructeurs, je disais que voilà, que ce soit le ramadan ou la religion, on la pratique, Dieu nous donne l'autorisation de la pratiquer dans une certaine, je ne vais pas dire aisance, mais avec de la tolérance. Et ce que je disais déjà par rapport au ramadan, j'ai écouté, si moi je vois qu'à un moment donné, je ne vais pas bien, je vais m'évanouir ou que je n'arrive pas à suivre, et bien sûr, Dieu va m'autoriser à boire parce que je suis dans un cas extrême et qui sort Hmm. de la limite. Et le but du ramadan, tout comme de la religion, est de nous faire nous sentir mieux et pas moins bien. Et quand tu l'expliques bien et que tu fais ce que tu as à faire, mais que surtout tu es exemplaire dans ton travail, en fait, finalement, même si au début ils sont contre, ils deviennent pour. Et j'ai une superbe anecdote pour ça, parce qu'au final, bien sûr, ils m'ont observé, ils m'ont surveillé. Et quand on a la foi, je dis souvent, il faut vraiment avoir la foi, il faut y croire, parce que c'est Dieu qui donne, et c'est Dieu qui donne tout, que ce soit la Hmm. santé, la force ou les moyens. Et moi, je me rappellerai que j'y suis rentré donc, dans cette période-là qui était très difficile. Et par chance, dès que tu rentres, bien sûr, il y a plusieurs tests encore, hein, malgré que tu es rentré. Bon, tu as des chronos, tu as des pistes de corps, des pistes d'obstacles, des crosses en forêt. Mais en fait, alhamdoulilah, j'arrivais tout le temps premier. Et donc, à la fin, je les charriais parce qu'ils me disaient, ouais, comment ça se fait, tu es aussi bon en piste de corde qu'en piste d'obstacles qu'au cross. Et je leur disais, c'est le fait que je mange pas, je suis plus léger que vous. Et donc, je taquinais avec ça, donc pour rigoler. Bien sûr, à la différence de certains, j'étais déjà très bien entraîné avant. Mais subhanallah, malgré que voilà, je prenais pas mes sucres lents avant ou ma petite barre de chocolat 2 heures avant d'aller faire mon cross, quand à la fois Dieu te rend plus fort, tu vois. Et ça, c'est quelque chose pour lequel moi je suis convaincu parce que j'ai une vie de symbolique comme ça où je sais que en fait on pense qu'on prie, mais et que des fois on pense que personne n'écoute. Mais non, non, il y a toujours quelqu'un qui écoute nos prières et quand on est convaincu que ce qu'on fait il est bien, ça t'aide à être meilleur.
Et moi, je conseille à tous les frères, enfin, que ce soit musulmans ou autres, c'est de ne pas lâcher ces valeurs, parce que finalement, c'est nos valeurs qui font qui nous sommes. Et l'anecdote que j'avais, c'était qu'à la fin, je me souviendrai, j'oublierai jamais, il y avait d'autres Marocains avec moi, qui étaient d'origine musulmane et qui ne pratiquaient pas nécessairement ni le jeûne, ni d'autres choses. Mais par contre, qui ne mangeaient pas de porc. Et donc, à l'armée, c'est prévu quand tu ne manges pas donc, de porc, on te fournit soit de la viande de bœuf ou de la viande de poulet. Et moi, dans mon cas, je disais que je n'en voulais pas. Je voulais avoir un régime végétarien parce que si la viande n'est pas halal, donc Ouais. égorgée selon nos rites, je n'en voulais même pas. Mais nos autres amis, ils les prenaient. Donc, ils prenaient du poulet. Ce qui était toujours vu comme un faire-valoir à l'armée. C'était limite mal vu parce que voilà, les autres avaient une petite tranche, par exemple, de lard et l'autre avait un beau steak. Et donc, c'était vu comme un cadeau, si tu veux. Et moi, je ne voulais pas. Donc, moi, je me refusais cette facilité-là en disant non, non, je ne veux rien prendre, je veux prendre du végétarien. Donc, voilà, s'il y a une tranche de fromage, je prendrai une tranche de fromage. Et s'il n'y a pas, ben, je mangerai ma tartine. Voilà, peu importe. Et, et je me rappelle que le vendredi, avant de quitter, certains vendredis, on prenait le verre de l'amitié. Et donc, moi, je prenais un verre de coca. La plupart des autres prenaient un verre de bière ou autre. Et mes deux compatriotes d'origine aussi marocaine et musulmans, il y en avait un d'eux qui voulait prendre un verre d'alcool. Et j'oublierai jamais, il y a mon instructeur qui lui faisait remarquer à ce moment-là, il dit, tiens, maintenant tu n'es plus musulman, tu bois. Et donc finalement, en fait, ils avaient un très grand respect quand on respecte nos valeurs. Et c'est ce qu'ils aimaient, je crois, chez moi. C'est autant j'étais très difficile et intraitable sur ça, je voulais pas, mais autant je ne prenais aucune facilité. Donc, ils donnaient des steaks de viande ou de poulet, je prenais pas, et je prenais pas non plus aucun verre d'alcool, bien sûr. Et finalement, donc, j'étais plus respecté que mon ami qui était, j'ai envie de dire, qui prenait la facilité quand elle lui convenait et puis qui pratiquait moins. Alors, nous, on n'est pas là pour juger, bien sûr, ou bien au contraire, je lui souhaitais que du bien et j'espère qu'entre-temps, Dieu l'a guidé vers des choses plus saines, parce qu'au-delà même de la religion, l'alcool, moi, je suis contre. Mais c'était juste pour dire que finalement, quand que vous respectez vos principes, même quand ils sont contre ceux de l'armée, ben, on vous respecte, parce qu'on dit, voilà, c'est un homme de principes et de valeurs, et je crois que ça, c'est quelque chose auquel il faut savoir tenir. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est important d'avoir des valeurs et beaucoup de personnes en Bien fait sûr, respectent les valeurs même s'ils sont contre l'idée que, enfin, ils respectent pas ce que tu bien fais, mais sûr, ils respectent tes valeurs. Euh, exactement. ok. Et du coup, tu es resté quelques années chez les paracommandos? Sur ces 2 ans, parce que c'était un candidat, Ok. enfin, dans le temps, c'était ça, tu avais des contrats de 2 ans, donc ce qu'on appelle des candidats volontaires, parce que c'était plus du service militaire, c'était des candidats volontaires court terme, d'accord. Mhm. Et puis après 2 ans, tu avais le choix de continuer ou pour devenir paracommando de carrière. Et moi, bien sûr, le destin a fait sa part du chemin aussi, c'est-à-dire que Dieu a décidé pour moi d'un autre chemin, parce que juste après avoir été breveté, j'ai eu une gêne à un genou euh, lors d'un atterrissage de saut en parachute qui n'était pas un accident, donc juste une gêne, mais une gêne qui n'a jamais voulu se guérir et qui m'a empêché de continuer la pratique du sport intensif. Mhm. Et donc, j'avais le choix de continuer une carrière militaire, mais plutôt dans l'administratif, où donc là, je ne vais pas dire payé à rien faire, mais pas loin, hein, étant donné que tu es formé quand même au maniement des armes. Il y a plusieurs choses qu'on te garde au sein de l'armée, mais avec un travail beaucoup plus léger. Ou alors tout simplement de rechercher autre chose. Et moi, ça ne m'intéressait absolument pas de rester dans un travail, entre guillemets, administratif ou logistique. Et donc, j'ai décidé, donc, après ces 2 ans, d'aller ailleurs. Et j'ai postulé très vite à la Sabena, qui est l'ancienne compagnie aérienne nationale en Belgique, où là, j'ai été engagé en tant que ce qu'on appelle opérateur sur piste. Donc, en 2 mots, c'est le premier et le dernier, la première et la dernière personne qui intervient sur un avion. La première qui intervient quand l'avion arrive, hein, c'est la personne qui vraiment va connecter l'avion au sol et qui va mettre aussi, comment on appelle ça, des blocs aux roues pour que le pilote puisse relâcher ses freins. Et puis, on va connecter un ground power pour donner la puissance à l'avion afin qu'il puisse éteindre ses moteurs. C'est vraiment le tout premier. Et alors, c'est aussi le tout dernier technicien, c'est le bonhomme qu'on voit qui pousse l'avion en marche arrière pour le mettre sur la piste de décollage. Donc, c'est Ok. vraiment un très chouette métier. J'ai aussi une chance extraordinaire d'avoir été engagé directement là. Sur 160 personnes, on était juste 2 à être venus de l'extérieur et à être engagés là. Généralement, c'était tous des anciens chefs d'équipe ou la plupart avaient au moins 10 ans d'expérience au sein de la piste. Et puis seulement, on postulait pour devenir opérateur sur piste. Mhm. Et puis, ils m'ont convoqué à une interview et vu le CV que j'avais à 20 ans, on m'a proposé de rentrer directement dans ce poste. Et ça a Machallah. été pour moi l'équivalent du Club Med. Parce que je passais d'un métier extrême où on était poussé à l'intensif à chaque seconde, chaque minute, sans répit, à un métier où quand on demandait de faire quelque chose, on te disait oui, est-ce que tu veux bien aller faire ça? Est-ce que tu veux bien? Et je me rappelle, j'étais même choqué quand on me disait s'il te plaît, parce que je dis attends, mais je suis payé pour ça, donc il faut pas me dire est-ce que tu veux bien? On me disait,
dans ma tête à moi, vu ma formation, j'avais plus l'habitude qu'on me disait va faire, tu vois. Et donc, Oui. c'était très spécial pour moi, très confortable, bien sûr. Et en parallèle de ça, donc j'ai travaillé dans la sécurité parce que voilà, pareil, hein, j'avais donc toujours 20 ans, la volonté, et, donc bien sûr, voilà, fonder un foyer. Donc je voulais me préparer à être marié. Et donc plutôt que de passer du temps à jouer et tout, donc je remplissais mes week-ends et mes temps libres en travaillant dans la sécurité. Donc j'ai travaillé pendant 2 temps pleins, Waouh. 2 temps pleins. Et à nouveau, le coup du destin, 2 ans plus tard, la faillite inattendue de la Sabena, un séisme mondial, parce que c'était je pense, la plus ancienne société aérienne nationale. Et Hmm. chez nous, c'était une bombe en Belgique, parce qu'on aurait pu penser que l'État belge puisse faire faillite, mais pas la Sabena, tellement c'était une institution. Et Oui. donc, voilà. Donc, moi, j'ai été repris parce qu'on avait un métier qui était très important, étant donné que sans nous, aucun avion ne sait décoller ou atterrir. Et c'est juste qu'ils ont voulu faire de notre métier des métiers polyvalents en demandant à chaque opérateur d'aussi aller charger les bagages, décharger. Comme j'avais toujours ma gêne au genou, moi, il était impossible pour moi que je me mette accroupi. Et donc, j'ai continué pour dépanner mes anciens, enfin, je veux dire supérieurs, parce qu'il fallait bien sûr quand même continuer à faire fonctionner l'aéroport. Donc, la Sabena n'existait plus, mais nous, on a été donc repris sous un autre service pour les autres compagnies qui arrivaient, qui rataient. Il fallait quand même tout le temps des opérateurs et tout était géré dans le temps par la Sabena. Et Oui. donc, j'ai dépanné quelques mois, le temps de trouver autre chose. Et puis, entre-temps, bien sûr, j'ai rencontré mon épouse, on s'est mariés. Et donc, voilà. Et en parallèle, donc, après la Sabena, j'ai été chauffeur privé pour une fortune belge. Mhm. Et j'ai travaillé avec ce monsieur jusqu'à la veille de mon mariage. Et j'ai décidé d'arrêter le jour de mon mariage parce que j'avais des horaires qui n'étaient pas acceptables. Et j'ai toujours été dirigé par une volonté de faire quelque chose, mais quand même de faire quelque chose qui permette d'avoir une vie aussi. Et donc, Ces petits boulots, tu candidatais spontanément. Enfin, c'est vraiment à chaque fois des boulots vraiment différents. Euh, oui, ce sont des boulots qui se sont succédés les uns aux autres, mais ça a été, les 2 gros boulots, entre guillemets, qui étaient avant ma carrière, c'était Paracommando, donc c'était une candidature spontanée, puis la Sabena, c'était à nouveau une candidature spontanée, et quand la Sabena a fait faillite, ben, pareil, je cherchais les annonces d'emploi et des choses qui pouvaient me plaire, et moi, dans le temps, j'aimais beaucoup rouler en voiture, j'aime toujours, et il y ouais. avait un monsieur qui cherchait un chauffeur privé, qui faisait aussi un peu office de garde du corps. C'était quelqu'un qui était une fortune et qui avait voilà, plusieurs baby-foot implantés partout en Belgique. Et donc, le week-end, il allait récupérer les caisses qu'il y avait dans le baby-foot. Ouais. C'était les trucs où on mettait 1 euro, 2 euros et on allait les récupérer. Et donc, il En s'était déjà fait taxi. braquer plusieurs fois. Et voilà. Et donc, voilà. Et c'est comme ça, voilà, un petit peu, il m'a engagé un peu comme ça pour être chauffeur et aussi, je vais dire, entre guillemets, garde du corps accompagnateur. Et moi, j'ai fait ça avec lui. Donc, c'était les 3 boulots que j'ai eu avant ma carrière professionnelle qui est celle d'aujourd'hui. Et oui, mais à chaque fois, j'ai été guidé par faire quelque chose que j'aime. Donc, Paracommando, c'était quelque chose que j'aime. La Sabena, c'était une candidature spontanée sans savoir vers où j'allais. Mais là, Ouais. c'était parce que la Sabena a fait, parce que voilà, j'ai arrêté chez les paras et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et je dis toujours, voilà, il faut faire ce qu'on aime quand on a le choix. Mais si on n'a pas le choix, il ne faut pas se tourner les pouces. Donc, si on ne trouve pas quelque chose qu'on aime entre-temps, on travaille. Et moi, j'étais prêt à ce moment-là, même à aller travailler au marché pour 10 euros par jour s'il fallait, parce que j'avais pas la notion de rester à la maison. Pour moi, c'était ça le plus inacceptable, c'est de rester à rien Hmm. faire. Ça, je trouve que c'est quelque chose que je n'ai jamais eu en tête. Et donc, je me disais, je travaillerai n'importe où, bien sûr, dans tout ce qui est correct et honnête, mais même pour 10 ou 15 euros, je ne serais pas resté à la maison. Et donc, finalement, je postule à la Sabena et j'ai cette offre qui est, comme je vous disais, pour moi, l'équivalent d'un Club Med, puis cette faillite, et voilà. Puis j'ai la chance d'avoir la personne qui cherchait un chauffeur privé, et où là, je me suis super bien entendu avec lui. On est resté jusqu'à la veille de mon mariage, où là, c'est moi qui ai démissionné parce que, à nouveau, je voulais quand même avoir une vie sociale et une vie familiale. Et bien sûr, en Ouais. tant que chauffeur privé, j'avais pas d'erreur. Voilà. Donc, pour la première fois, effectivement, je me retrouve sans travail, donc mais volontairement, bien sûr. Et donc, on a notre mariage, on s'est mariés, parti en voyage de noces. Et donc, à mon retour, c'est là que je suis sans emploi. Voilà. Ok. Et donc, toi, tu n'acceptes pas d'être sans emploi, donc il faut que tu trouves un travail. Non, bien sûr, là, je commence à chercher, sauf que là, je trouve pas directement.
Je trouve pas directement. Et puis, subhanallah al-azim, je dis à nouveau le coup du destin. Bon, moi, en parallèle, donc avant de me marier, les 6 derniers mois avant, donc j'avais acheté un appartement, je l'ai retapé et je l'ai meublé. Et en fait, en meublant mon appartement, mais sans m'en rendre compte, hein, j'ai commencé à prendre goût un peu au mobilier, à la décoration. En fait, je me rendais compte que j'étais difficile. Quand j'aimais une table, c'était toujours quelque chose qui coûtait très cher. Et en fait, les choses banales ne me plaisaient pas du tout. Et donc, voilà, mais bien sûr, aujourd'hui, je le dis avec du recul, mais à ce moment-là, je ne me rends pas du tout compte de ça, hein. À ce moment-là, c'est juste, là, c'est un quotidien, donc je vais voir quelque chose, ça me plaît, sauf que c'est impayable. Et puis, je vais Ouais. chercher autre chose, et en fait, tout ce que je peux m'offrir, en fait, ne me plaît pas. Donc voilà, et alors je continue à chercher, et je pense qu'au total, pour faire mon appartement, j'ai visité au moins 40 magasins de meubles. Et dans le process, en fait, la dernière chose que j'achète, c'est mes chaises. Et, euh, et là, moi, pendant que je discute avec la vendeuse, elle se rend compte qu'en fait, j'ai quand même des notions de design et tout. Et elle me dit, tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle pensait que j'étais architecte ou architecte d'intérieur. Je dis, non, non, en fait, moi, voilà, j'ai un parcours particulier. Et là, juste depuis 15 jours, je suis sans emploi. Elle me dit, bien, tiens, c'est super, on cherche justement quelqu'un. Voilà, est-ce que tu n'as pas envie de travailler dans un magasin de meubles et de conseiller les gens? Et je dis, écoute, moi, j'ai pas du tout d'expérience là-dedans, mais c'est vrai que ça me plaît. Et donc, pourquoi pas? Elle me dit, écoute, ça va, je vais en parler avec le patron, qui était en fait son beau-frère. Mhm. Elle en parle avec le patron et le patron propose de m'engager en test à 5 jours semaine pour 1 250 € par mois, ce qui est en gros un salaire de débutant, hein, sans expérience. On Oui. parle d'IA, donc on était en 2004, je pense, ouais, c'est ça, 2000, Ok. ouais, 2004, qui a presque 18 ans. Et, euh, et la même semaine, j'ai, par le plus grand des hasards, ma belle-sœur qui va acheter des meubles dans un magasin de meubles turc. Parce que chez nous, en Belgique, ceux qui font les meubles, c'est les Belges, bien sûr, parce qu'on est en Belgique, donc les grands magasins belges, et Mhm. les Turcs. Les Turcs ont quasi une centaine de magasins sur la Belgique. Et elle va acheter chez un des, j'ai envie de dire, des fondateurs de ces. Il y a eu 3, 4 familles qui ont commencé les meubles il y a 40 ans en Belgique, et c'était une de ces 4 familles-là, chez qui tous nos parents étaient clients, et elle va acheter des meubles là, et en fait, elle ne reçoit pas les conseils qu'elle aurait souhaité. Et elle parle donc avec le patron qu'elle connaissait. Elle dit, écoute, voilà, ta vendeuse, elle est sympa, mais elle parle déjà très mal le français parce que leur clientèle était à 90% turque. Mhm. Et donc, leurs vendeuses étaient plutôt des gens d'origine turque aussi, qui ne parlaient pas nécessairement parfaitement le français, et qui en plus avaient du mal à conseiller. Donc là, on faisait surtout de la vente, on ne faisait pas du conseil. Et les générations étaient déjà en train de changer. Et ma belle-sœur était plutôt une fille qui cherchait des conseils, qui voulait avoir des informations, et ça, on avait du mal à lui donner. Et tu as le patron, qui est encore le fils du père fondateur, qui est encore donc un jeune, hein, je veux dire, de notre génération. Donc dans ce temps-là, moi j'ai 25 ans et le patron devait en avoir 30. Et moi, je suis pas là, hein, dans le magasin, hein, c'est ma belle-sœur qui y est. Et ma belle-sœur, donc le patron lui répond, bah, écoute, justement, je cherche une vendeuse. Et je ne sais pas pourquoi, ma belle-sœur, écoute, nous, on n'a pas une vendeuse, mais on a un beau-frère qui a vraiment bon goût et qui pourrait, je pense, être très compétent dans ton travail. Et elle lui propose mon service, alors que moi, je ne lui avais pas encore parlé que j'avais une proposition dans ce domaine-là, et je ne chercherais même pas officiellement dans ce domaine-là. Donc, je sais même pas. En fait, voilà, je pense que moi, ma femme, en fait, n'avait pas vu notre appartement avant le mariage. Je l'ai vraiment fait à l'ancienne. Donc, j'ai fait l'appartement tout seul. J'ai rencontré ma femme. J'ai été demander sa main. On s'est mariés quelques mois après. Et donc, elle a découvert l'appartement avec sa sœur le lendemain du mariage. Et Ouais. c'était un appartement sympa. Pour un jeune de 24 ans, c'était quand même un chouette appartement. Il y avait des beaux meubles et tout. Et je pense que ça, ben, ça leur a donné une certaine image de moi. Et donc, elle, quand elle parle avec ce patron turc, elle lui dit, ben voilà, nous, on a un beau-frère. Et lui, bon, il est sûr qu'il cherche une vendeuse et on lui parle d'un vendeur qui plus est d'origine marocaine. Et donc, mais il lui dit quand même, allez, fais-le venir et on verra. Et donc, moi, je vais rencontrer ce monsieur et sans aucune prétention parce que voilà, je suis pas du monde du domaine ni rien. Et ce monsieur me rencontre et voilà, il me dit, écoute, voilà, bon, moi, je cherche quelqu'un et si tu veux, on peut essayer. Et lui, dans le temps, bon, ben voilà, on parle il y a 18 ans, on est dans un autre monde, un autre domaine. Et il me dit, écoute, moi, je te propose de faire un test et si tu veux, je peux t'engager 6 jours semaine à 1100 € par mois. Donc, c'était en gros le, Mhm. le salaire d'un stagiaire ou d'un étudiant, voilà, plus qu'un vrai salaire, parce que là, on est en dessous du SMIC, on est en dessous du chômage, on est en dessous de tout. OK. Ok. Et à ce moment-là, donc j'avais le choix Mhm. de Ouais. choisir. Donc j'ai deux offres d'emploi. J'ai une personne qui me propose un travail de 5 jours semaine, 38 heures et 1 250 € pour démarrer. Et j'ai Mhm. une autre personne qui me propose de travailler 6 jours semaine, ce qui est plus que la norme déjà, et Ouais. à seulement 1100 €.
Hmm. Alors, je veux dire, n'importe quel être humain normal choisirait bien sûr le premier choix, hein, qui, en Oui. toute proportion gardée, est quand même nettement plus intéressant. Et si on fait 1250 divisé par 5 fois 6, ça revenait à 1500, et l'autre pour 6 jours me donnait 1100. Donc, 400 euros sur 1100, c'est quand même presque 35% de différence. On ne parle pas d'une petite différence, et tout en ayant un jour de congé en plus. Et donc, Oui. moi, je choisis contre courant et contre l'avis même de tout le monde de prendre le patron qui me proposait 1100 euros. Pourquoi je l'ai fait? Là, on va toucher à l'aspect religieux. Le premier, je travaillais pour une personne qui était d'origine belge, et le deuxième était d'origine musulmane, c'était un Turc. Et je m'étais dit, écoute, je préfère travailler avec un patron qui pourrait comprendre que moi, je souhaiterais le vendredi prendre congé du magasin de midi à 15 heures pour pouvoir aller faire ma prière à la mosquée. Ça a toujours été très important. Et puis qui aussi, pendant notre journée normale, me permettrait sans débat, parce que j'ai toujours prié dans tous mes travaux, dans tous les travaux où j'ai bossé, hein, tous les métiers que j'ai exercés. Mais si je peux le faire sans avoir besoin de me justifier, c'est C'est toujours plus encore mieux. confortable. Et donc, Ouais. voilà. Et donc, bien sûr, on se justifie toujours, parce que bon, si je prie pendant mes heures de travail, et donc je fais en sorte, bien sûr, de raccourcir alors mon heure de pause. Donc, au lieu de prendre 1 heure de pause, je prends que 40 minutes, et ce qui me laisse 20 minutes pour faire mes 2 prières pendant ma journée sans devoir les prendre sur mes horaires de travail. Donc, j'ai toujours été très respectueux de mes horaires de travail, même si on ne me le demandait pas. Mais je m'étais dit, voilà, je serais plus à l'aise avec un patron musulman. Et donc, dans ce cas-là, j'ai choisi de travailler pour un patron musulman, quand bien même c'était contre mon intérêt. Voilà. Ok. Alors, bien sûr, cela a guidé ensuite toute ma carrière, parce que, subhanallah al-azim, bon, aujourd'hui, si tu m'as appelé, c'est parce que tu as entendu parler de moi, et si tu as entendu parler de moi, c'est parce qu'aujourd'hui, bien sûr, je suis plus le petit vendeur à 1100 euros par mois. J'ai eu la chance, bien sûr, de d'abord me passionner, puis de la passion de devenir compétent, expert dans le domaine du mobilier. Et donc, entre-temps, j'ai beaucoup appris, j'ai appris énormément, et j'ai tellement appris qu'à un moment donné, mon patron voilà, a souhaité arrêter, et ce qui a fait que moi, je suis devenu ensuite patron, et l'histoire a changé. Et bien sûr, au final, j'aurais plusieurs anecdotes à te raconter, mais c'est une des choses qui a fait que quand on choisit pour Dieu, c'est toujours Dieu qui te le rend, et c'est ce que je disais au début. C'est Dieu qui donne, c'est pas quelqu'un d'autre. Moi, j'ai choisi de Mhm. travailler dans ce magasin-là, et Dieu a fait en sorte que ce magasin devienne le mien, alors que j'en aurais jamais eu les moyens de l'acheter si j'aurais souhaité l'acheter. Oui. Tu as pu l'acquérir avec un bon prix ou c'était vraiment difficile de l'acquérir? Alors, ça aurait été d'abord quasi impossible de l'acquérir, parce que c'était un magasin qui faisait quand même un certain chiffre d'affaires. Il faut savoir que c'est un magasin qui fait 2200 mètres carrés, et on parle du centre-ville, on est en plein Gare du Midi, donc en plein centre de Bruxelles. Moi qui avais donc un statut, je vais en dire, de petit employé, hein, j'étais vendeur, hein, donc je ne gagnais pas des millions. Quand bien même mon salaire s'était bien sûr nettement amélioré, mais il restait quand même sous la barre des 3000 euros, donc rien d'extraordinaire. Mais j'ai eu 4 ans de fidélité et d'histoire forte avec ce magasin. Et en fait, au bout des 4 ans, j'ai un jour mon propriétaire. En fait, je vais te le raconter dans l'ordre chronologique. On a évolué, et puis après 4 ans, il y a un dimanche un concurrent qui m'appelle et qui me dit: Isma, voilà, je souhaiterais te voir pour discuter avec toi. Il est en train d'ouvrir un nouveau magasin. Et, et donc, je vais le voir, je l'invite chez moi, parce que c'était notre plus grand concurrent. Il avait aussi un magasin important dans la même commune, pas très loin. Et mon patron et lui se faisaient un petit peu la guerre, parce que c'était les 2 grands magasins d'origine turque de la même commune. Mhm. Et ce monsieur vient me voir parce qu'il sait que je fais 90% du chiffre d'affaires. Et puis, il est en train de racheter un magasin dans la commune juste à côté qui était très sympa. Et il me propose d'en être le gérant. D'accord? Et il me propose directement d'augmenter mon salaire de quasi 50%, bien sûr, parce que tu passes alors de vendeur responsable à gérant. Et puis surtout, voilà, il voulait vraiment m'avoir. Performance, tout ça. Et voilà, et il me fait vraiment une proposition irrefusable. Et en plus, moi, bon, voilà, le magasin avait moins évolué que moi. Moi, j'avais évolué, mais mon ancien patron ne croyait pas trop aux meubles de qualité, ne croyait pas trop en trucs. Et donc, il restait dans un dernier produit, bien sûr, pour la plupart Made in China ou Made in Turquie, et avec de l'entrée de gamme. Et moi, j'avais la volonté de monter de gamme, et mon patron n'y croyait pas trop. Et donc, ce collègue, entre guillemets, ou ce concurrent, qui vient me dire: Isma, moi, je te laisserai la gestion, c'est toi qui décideras des collections et tout. En fait, il me fait une proposition qui, à ce moment-là, est vraiment tout ce dont je rêve.
hein. Je Oui. sais que j'ai des goûts qui commencent à être plus affirmés, j'ai plus d'expérience, plus de maturité, et je prends goût à ça. Et donc, j'aime bien commencer à dire non, mais plutôt ça que ça, fais plutôt ça que ça. Mais j'ai un patron qui n'y croit pas, hein. Il dit non, Isma, lui, dans la tête que les clients veulent toujours le moins cher. Et moi, je dis toujours, le client, Hmm. il veut ce qu'il y a de bien, il faut juste lui donner des bons conseils. Et donc, on n'avait plus du tout les mêmes idées. Mais ceci dit, mon patron a toujours été correct. C'est une famille que je respecte beaucoup, qui a toujours été honnête avec moi. Et en fait, moi, mon salaire a évolué. Il est passé de 1100 à 2000, puis de 2000 à 2005, puis de 2005 à quasi 3000 euros. Et toujours dans un certain respect. À chaque fois que j'ai demandé quelque chose, je l'ai obtenu. Donc, moi, je m'entendais très bien avec mon patron, qui lui assumait sa part des choses, mais les idées étaient différentes. Et donc, j'ai une offre que je ne peux pas refuser. Et en fait, je prends quand même la nuit pour réfléchir, où je dis, écoute, laisse-moi, ok, la nuit porte conseil. Et je me mets dans mon lit le soir et je suis sur le point de craquer, pour être sincère, parce que je ne vois déjà pas le mal, hein, bien sûr. Je travaille, puis j'ai une proposition d'ailleurs. Tu sais, je vois ça comme un transfert, hein. Tu passes un moment de ta carrière là, puis tu as une proposition. Et dans la vie, il faut savoir évoluer. Oui. Donc, je prends la nuit pour réfléchir. Et là, je me dis qu'en fait, je pousse la réflexion un peu plus loin. Et je me dis, tiens, en fait, attends, si je quitte là où je suis, bon, je vais déjà mettre dans l'embarras toute une famille, hein. Donc, il y avait mon employeur, bien sûr, mais également les collègues, ceux qui livraient, ceux qui installaient. Et, euh, et j'ai pensé à la responsabilité de mon action sur la vie des autres. Voilà, je pense que on se pose très rarement cette question. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi ce collègue vient me chercher? Bon, il vient me chercher tout d'abord parce que oui, il a entendu aussi parler de moi, il sait ce que je fais, mais également, ils sont concurrents. Et donc, j'essaie de pousser la réflexion plus loin en me disant, bah, écoute, en acceptant ça, en fait, finalement, je vais faire du mal à mes employeurs. Et oui, c'est vrai, aujourd'hui, on me propose beaucoup plus, mais bon, les 3000 euros que je touchais à ce temps-là, c'est moi qui les ai demandés. Peut-être que j'aurais demandé 5000, ils m'auraient donné 5000, moi, j'en sais rien. Je n'ai pas demandé 5. Non, Hmm. je touchais 1100. À un moment donné, j'ai dit j'en voulais 2002, il m'a payé 2002. Puis à un moment donné, j'ai dit je veux 2005, il m'a payé 2005. Et donc, je dis, ah, t'en sais rien. Tu aurais demandé 5, peut-être qu'il t'aurait donné 5, mais entre-temps, tu as demandé autant et il te les a donnés. Et donc, malgré que c'était pour moi une opportunité extraordinaire, je me suis dit, ben, écoute, ça va faire du mal à d'autres personnes et j'ai décliné la proposition de ce monsieur le lendemain. Pour ne pas laisser, comme on dit chez nous, le temps à Chétan de faire son travail. J'ai appelé le Sans en parler lendemain à ton patron. et voilà, sans en parler bien sûr à personne, à part à ma femme. J'ai Oui. appelé, j'ai décliné. J'ai dit voilà, écoute, je te remercie pour l'offre qui est vraiment très séduisante. Bien sûr, c'est rien de personnel parce que j'aurais rêvé de travailler là-bas. Mais j'ai Hmm. dit par respect pour la famille de mon patron, ben, non, je vais rester chez eux, bien que voilà, les conditions de travail me sont moins profitables, moins bénéfiques. Mais il y a quand même une relation qui fait qu'il y a un respect. Et voilà, je ne voulais pas aller ailleurs. Alors que vraiment, au fond de moi-même, j'en rêvais, hein. Et donc, j'ai été Ouais. contre ma propre volonté en disant non, je ne vais pas le faire. Alors, ça a été quelque chose qui était très difficile parce que, ben, subhanallah al-azim, encore une fois, je dis pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu, cette proposition, moi, j'ai rencontré le monsieur qui m'a proposé un dimanche à 18h. Et des fois, Dieu, il ne te donne pas, des fois, souvent, mais nous, on ne les écoute pas. Mais souvent, Dieu nous envoie des messages, c'est juste qu'on ne les écoute pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le dimanche suivant, donc moi, je travaillais à ce moment-là le dimanche, hein, j'avais congé que le mercredi. Et donc, le dimanche suivant, on ferme à 18h et j'ai mon patron, donc il rentre à 18h au moment de la fermeture, on ferme et puis il me prend seul et il me dit, Ismaël, écoute, je vais fermer ici. Je dis, comment ça, tu Subhanallah. vas fermer ici? Il me dit, ouais, j'ai reçu une offre de Lidl et je vais louer à Lidl. Il avait reçu une offre très importante. Comme on est à Hmm. 2 pas de la gare du Midi, on a 2200 mètres carrés de plein pied. La localisation était top pour Lidl qui, dans ce temps-là, cherchait à s'implanter dans les centres-villes et tout. Et donc, il lui a fait une proposition en fait, qu'il ne se refuse pas. Ouais. Et moi, sur le moment même, j'ai les larmes qui me montent aux yeux, j'ai envie d'éclater. Parce que moi, je revois quoi? Je revois que dimanche passé, j'ai refusé un travail en or. Et je Ouais. vois que j'ai un patron qui est prêt à louer. En fait, c'était l'héritage de son père. Son père est encore vivant, mais c'était son père qui avait fondé ce magasin. Puis il a cédé ses 4 frères, en fait. Et il a cédé aux 4 frères. Et puis voilà, les frères aujourd'hui, en fait, ils ont commencé à faire de l'immobilier. Et le grand se débrouille plutôt pas mal. Et donc, il se dit plutôt que de continuer à travailler tous les matins, à ouvrir un magasin et voilà, un jour faire rentrer 1000 euros, un jour faire rentrer 2000 et se battre au quotidien pour de temps en temps vendre un peu, mais de temps en temps pas faire grand-chose. Ben, il fait de l'immobilier et quand il achète un bâtiment ou qu'il en revend, il gagne bien sûr beaucoup mieux sa vie et donc il veut concentrer ses efforts là-bas. Donc moi, je comprends la notion du grand frère, mais en même temps, je me dis, purée, ton père a fondé ça, c'était votre truc. Et là,
vous êtes prêt à le céder pour, j'appelle moi ça un champ de patates, quoi, un supermarché qui va vendre des pommes de terre et des trucs comme ça. Et donc, je suis pris par des sentiments très, 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 je vais Fort. dire agressifs, Ouais. limite, où je lui en veux, et moi aussi, je m'en veux moi-même. Je me dis, bah, tu vois, Smaël, à force de penser pour les autres, tu es finalement un imbécile parce que chacun pense que pour soi et toi, tu es là toujours à te tracasser de quel va être ton impact de ton action sur les autres. Mais lui, sur l'impact de son action sur toi, il s'en fout et c'est pris. Et donc, je m'énerve et je quitte le magasin. Donc, je ne continue pas la discussion, je quitte parce que voilà, je sens que je vais perdre mon sang-froid et je me fâche vraiment très fort avec lui. Je lui dis que tout ce que je pense et je m'en vais, bien sûr, je ne parle pas de la réunion du dimanche précédent, je dis rien et je pars pour juste me refroidir, me calmer et je rentre à la maison et j'explique à ma femme ce qui s'est passé et j'ai la haine, voilà, ce que j'appelle ça comme ça. Alors, dans le temps, mes patrons avaient 2 magasins, un à Schaerbeek et un à Anderlecht et moi, je travaillais celui d'Anderlecht. Et donc, bien sûr, mon patron me rappelle, me dire: «Smaël, non, ne te tracasse pas, toi, je te garde, on est mariés à vie, jamais de la vie je te laisse tomber, tu vas aller travailler de l'autre côté». Parce que voilà, on avait une bonne relation, je faisais 90 de son chiffre d'affaires, donc on n'avait aucune raison, bien sûr, de me licencier. Mais moi, je n'étais pas intéressé. Parce que moi, justement, je Ouais. cherchais à aller vers un magasin plus cosmopolite, un peu plus design, un peu plus grand. Et lui, il voulait m'envoyer à Schaerbeek, qui, dans le temps, était un magasin encore plus communautaire que celui d'Anderlecht. Et Hmm. ça ne m'intéressait pas. Donc moi, je lui dis: «Non, écoute, moi, je ne suis pas une marchandise et je ne t'appartiens pas. Donc moi, si tu fermes ici, voilà, je vais faire ma vie, mais voilà, point». Mais je lui en voulais énormément. Et puis, le coup du destin, j'ai un de mes beaux-frères, Mohamed El Bakali, pour ne pas le citer, à qui je raconte cette histoire, qui est comme mon confident, qui est mon meilleur ami, on fait tout ensemble. Et il me dit: «Mais Ismaël, pourquoi tu ne reprends pas ce magasin?» Moi, je le regarde, je lui dis: «Mais attends, tu rigoles quoi? Moi, j'ai pas un bal de côté». Et bon, en plus, il voulait un loyer qui, dans le temps, c'était déjà 10 000 euros, ce qui était énorme, 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 énorme. C'était Hmm. inimaginable pour moi. Et parce que c'était ce que Lidl proposait, hein, et en plus, il y avait quand même un fonds de commerce important. Il y avait 2200 mètres de meubles. Alors même si c'est des meubles commerciaux, bah, sur 2200 mètres, et du stock aussi très important. Et on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et moi, sur mon compte à ce moment-là, je dois avoir 10 000, 15 000 euros, grand, grand, grand maximum. Donc, ça représente quoi? Si on devait parler d'un fonds de commerce, ça représentait plus ou moins 1%. Donc, vous voyez, c'est pas comme si vous en avez 50 et vous dites je vais négocier pour 50%. Non, en fait, dans ma tête, c'est juste inimaginable, impensable et même pas négociable. Mais il me Ouais. dit: «Mais vas-y, essaye quand même, parle-en, on ne sait jamais». T'as rien à Et perdre. donc, voilà. Et moi, en réalité, je ne voulais pas être indépendant. Honnêtement, j'avais une vie qui me plaisait. Je commençais à gagner ma vie convenablement pour un employé. Et puis, je voyais la vie des indépendants que je connaissais à ce moment-là, qui n'était pas nécessairement désirable ou Ouais. enviable. Je vais plutôt dire ça comme ça, enviable. Dans quel Et sens? donc, bah, dans le sens où beaucoup d'indépendants, vous le savez comment c'est, on vit dans des pays quand même avec une pression fiscale très, très importante. Et en fait, quand on est indépendant en Belgique ou en France, je pense que c'est un peu pareil, on a une pression fiscale qui est très importante. Vous travaillez surtout d'abord pour l'État. Hein, Hmm. bon, entre-temps, moi, je le suis depuis 18 ans, donc, enfin, depuis 14 ans maintenant. Je pourrais écrire un livre, mais on pense souvent que les gens, quand ils ont acheté une belle voiture, c'est que, voilà, c'est la belle vie. Non, 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 avant de pouvoir se l'acheter, ils l'ont payé 4 fois à l'État, hein, parce que, voilà, on est taxé, imposé à tout niveau en tant qu'indépendant, et en fait, on ne garde que 10% de ce qu'on a créé comme, j'ai envie de dire, comme chiffre d'affaires souvent, hein. Et donc, c'est très difficile. Et donc, j'étais pas nécessairement attiré par cette vie-là. Je me dis: «Oh, si j'ai une vie d'employé sympa, où je gagne bien ma vie, je peux aller en vacances 4 fois par an parce que je prends pas 2 mois en une fois, mais je prends 10 jours là, puis 10 jours là. On est bien, alhamdoulilah». Voilà, je cherchais pas à être, je cherchais pas nécessairement la richesse, je cherchais la qualité de vie. Et donc, honnêtement, mon niveau de vie commence à me plaire et voilà. Donc, je suis pas plus attiré que ça. Mais subhanallah, j'étais amoureux de ce magasin. Je travaillais comme un acharné pendant 4 ans. J'ai jamais été en retard, jamais été absent. C'était comme si c'était le magasin de mon père. Et donc, Ouais. je sais pas, je m'étais attaché à mes clients. J'avais quand même, voilà, rencontré des gens et ça me plaisait. Il y avait quelque chose au fond de moi, en fait, qui devenait une passion. Et moi, je m'étais pas encore rendu compte que ça devenait une passion. Je me rendais compte pas. Avec maintenant à nouveau du recul, je me dis, tiens, je travaillais comme un passionné, mais sur le moment même,
Je ne m'en rendais pas compte. Pendant les 4 ans où j'ai travaillé donc, pour ce patron, quand j'étais en congé le mercredi, j'étais des jeunes mariés, donc je n'avais pas encore d'enfants. Le mercredi, on prenait la voiture, on allait quelque part, ma femme et moi, et chaque fois, on décidait, une fois on va là-bas, une fois on va là-bas. Mais on prenait des destinations à 80 km, 100 km, on allait se promener, et chaque fois que je voyais un magasin de meubles, sur le chemin, je m'y arrêtais. J'oublierai jamais ma femme qui était tout le temps me disait Smaïl, mais tu travailles déjà 6 jours sur 7, tu ne trouves pas que c'est assez? Et moi, je l'ai tout le temps fait, tout le temps, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, je rentre et je sors. Et j'avais cette volonté d'aller voir ce qui se faisait ailleurs. Mais en tant que vendeur, elle ne comprenait pas, et moi non plus. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que, au fond de moi, j'avais envie de faire ça? Bon, là, si tu te remets dans le cas, donc là, on revient 15 ou 16 ans en arrière, où je travaille pour quelqu'un, mais tu ne comprends pas. Mais en fait, on ne le sait pas, mais Dieu te prépare à ta mission. En gros, c'est ça. Au fond de moi, en fait, lui, en haut, très haut, il savait ce vers quoi j'allais. Et en fait, tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années-là m'a nourri le jour où j'ai eu l'opportunité que ce magasin devienne le nôtre. Et donc, comment est-ce qu'il devient le nôtre? Je vais te l'expliquer maintenant. Donc, j'ai ce patron qui dit qu'il veut refuser. Donc, le lendemain, moi, je vais quand même le voir parce que voilà, je travaille le lundi. Donc, moi, je m'étais fâché le dimanche soir. Après, bon, voilà, il m'a dit que, mais c'était pas du jour au lendemain. Donc, on était, je pense, en juin quand il me fait cette annonce et c'était prévu pour fin d'année. Donc, on avait encore plus ou moins 6 mois de préavis. Mais rien n'est encore signé. Donc, moi, il vient me voir tout nouveau. Il a eu l'offre de Lidl et il me montre le contrat. Ça, c'était ça, la discussion de dimanche. Et donc, moi, lundi, je vais le voir et il vient. Il me voit, alors, comment tu vas, Smaïl? La veille, je m'étais un peu fâché, emporté. Je dis, écoute, je vais pas bien. Comment tu veux que j'aille? Je crois que je vais te dire, je vais bien. Je vais pas bien. Je travaille comme un malade dans ce magasin et toi, tu viens, tu me dis que tu vas le louer pour des patates, tu vois. Et je suis un peu fâché et je lui dis, écoute, Mohsen, mais vraiment comme ça, je le dis sans aucune conviction. Et je dis, Mohsen, qu'est-ce que tu penses si c'est moi qui reprends ce magasin? Alors il m'a regardé, c'était le plus grand des 4 frères. Il m'a dit, tu voudrais reprendre ce magasin? Je dis, écoute, je ne voudrais pas. Mais si tu vas, toi, arrêter, alors oui. Je trouve dommage qu'on arrête cette histoire là où elle est, alors que ton père a fondé ça pendant des années et que tu vas aller. Donc, subhanallah, il y a quelque chose d'assez miraculeux qui s'est passé, c'est qu'il m'a regardé avant même qu'on parle des conditions, il a pris le contrat qu'il avait reçu de Lidl et il l'a déchiré. Il m'a dit, Smaïl, si toi, tu veux le reprendre, il est à toi. Et à nouveau, chaque fois que j'en parle, j'en ai la chair de poule parce que bien sûr, il ne me l'a pas donné, il ne l'a pas donné gratuitement. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que subhanallah al-adim, il avait mis l'accord avant même qu'on discute des conditions. Donc, il était, bien sûr, il savait très bien que je n'avais pas les moyens de reprendre, vu que c'est lui qui me payait, il savait ce qu'il me payait par mois. Je n'aurais pas pu mettre 1 million d'euros de côté dans mes 4 ans de carrière, et ni même dans mes 40 ans de carrière, d'ailleurs, si je serais resté avec mes 40 ans. Mais il m'a dit, écoute, Smaïl, et tu vois, c'est là que je dis, subhanallah, Dieu, il paye toujours. Donc, parce que Dieu a fait que dans son cœur, à ce garçon, il a apprécié les 4 ans de fidélité, les 4 ans où j'ai été, je m'étais une fois cassé la gueule dans un accident d'une piste fermée au ski, j'avais cassé 5 côtes, c'était passé ici aux Pays-Bas, donc c'était à 200 km, et j'étais à l'hôpital le matin, j'avais 5 côtes cassées, et c'est le seul jour où je suis arrivé en retard, alors que bon, quand tu as 5 côtes cassées, tu restes 2 semaines à la maison. Je suis arrivé avec une minerve et un masque pour souffler de temps en temps parce que j'avais du mal à respirer. Et il m'a vu arriver comme ça au magasin à 11h30. Il m'a dit, Sinon, tu es complètement fou. Et moi, j'ai dit, non, on reste à la maison, on ne va pas me guérir. Et donc, je viens travailler. Et il y avait cette notion, vous voyez, où voilà, alhamdoulilah, vous êtes très respectueux de vos responsabilités. Et je pense que lui, il l'a apprécié. Et il y avait cette notion aussi de correction. Donc, parce que les 2 dernières années, j'étais très souvent seul au magasin. Et donc, je gardais la caisse. Il n'y avait jamais un cent qui manquait. Et je pense qu'il y avait cette notion où, voilà. Et donc, quand il est là et quand moi je dis, tiens, lui, je pense qu'il s'y attendait pas, mais il me dit, Ismaël, si c'est toi, alors on s'arrange et Inch'Allah, on trouvera un terrain d'entente. Et il m'a demandé de faire moi-même l'inventaire. Donc, c'est moi qui ai fait l'inventaire du fonds de commerce. Et j'ai dit, voilà, il y a autant, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'ai fait un inventaire qui était assez important. Puis il m'a dit, Ismaël, OK, en combien de temps est-ce que tu te penses capable de payer? Moi, j'ai dit, écoute, on pourrait essayer de le diviser par 24 et je pense qu'en 2 ans, je pourrais te payer tous les mois. Ça, en me disant, tiens, je vais vendre et je vais récupérer un peu de sous et je pourrais payer. Donc, je faisais une priorité de d'abord rembourser sa dette. Et subhanallah, il l'a accepté. Il l'a accepté. Il ne m'a pas demandé de pas de porte directement. Il ne m'a pas demandé de garantie locative. Et en fait, il nous a facilité énormément le travail. Et du coup, tu as racheté, en fait. Tu as racheté le magasin. En fait, oui, j'ai repris donc le magasin dans lequel je travaillais. Donc voilà, ça c'est ça l'histoire. Donc c'était pas comme pour Aldi où il sous-louait. Non, c'est ça. Non. Donc j'ai repris. En fait, j'ai pas racheté sa société parce que sa société il l'a gardée. Donc j'ai repris tout le magasin et tout ce qu'il y avait à l'intérieur.
Voilà, Ok. ça c'était ça. Et alors en parallèle de tout ça, alhamdoulilah, en fait, mon beau-frère, donc le frère de mon épouse, Mohamed Akabi, bah, lui Mhm. aussi travaille ailleurs et regarde, subhanallah. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu, il a toujours des plans pour toi. Lui est un garçon qui est vraiment très soigneux, qui était doué des mains, et moi je ne le suis pas. Moi, subhanallah, Dieu m'a donné certains dons, mais j'ai jamais eu de plaisir à installer des choses et tout. Et lui était très maniaque. Voilà, il aimait bien aussi quand voilà, il fallait monter un truc à la maison. Il savait toujours le faire. Il avait un métier à la base logistique. Et pareil, il avait été licencié par la ligne 2 mois auparavant. Et donc, quand je suis dans ce process de discussion, Miskin, il vient à nouveau bienveillant. Je pense que quand on est bienveillant, Dieu, il apporte toujours des choses. Donc, il vient me voir au début, pas nécessairement à la recherche d'une association, mais il me dit, Ismaël, tiens, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin d'un peu de sous? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Et voilà, il me propose donc, entre guillemets, voilà, de m'aider même financièrement aussi et tout. Et moi, je lui dis, écoute, c'est gentil, merci, pourquoi pas. Et comme il avait des choses que moi, je n'avais pas, des qualités que je n'avais pas, et je lui ai proposé de partager cette reprise. Et dès le départ, plutôt que de reprendre tout seul, je lui ai proposé ben voilà, que ses efforts, que son aide, elle soit rétribuée avec une part non négligeable dans la société qu'on est en train de fonder, donc dans ce magasin. Et donc, c'est comme ça qu'on a fondé donc, à deux ce qu'on va appeler Ismo Meubles, qui est en fait Ismaël et Mohamed, qui est la société qui gère donc, les meubles et qui a repris en fait ce magasin. Et à nouveau, dès le départ, j'avais une vision que tout seul, bien sûr, tu es plus riche, mais tu ne peux pas être plus compétent. Et si tu es bien entouré, ben, tu partages déjà ce que Dieu va te donner. Et Mhm. puis, tu peux aller plus loin, tu peux aller plus vite. Et le fait d'avoir un associé dès le départ, ça nous a permis en fait vraiment d'être complémentaires. Et moi, très vite, commencer à voyager, faire des collections. Et Mohamed qui est toujours voilà, derrière aussi la logistique, parce qu'à Bruxelles, ça demande une logistique très importante tous les jours, parce que bien sûr, on a évolué. Et c'est comme ça que donc on a grandi, on a fondé à deux ça. Oui. Et je reviens donc au coup du destin. Donc, jamais, 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 dans une autre vie, dans une autre histoire, dans un autre truc, on aurait pu imaginer que Ismaël Bofrahi, le petit-fils d'ouvrier de Scarbeck, qui commence à travailler à 1100 euros par mois, eh ben, il puisse avoir ce destin-là. Et c'est pour ça que je dis toujours, et ça c'est le plus important, c'est on ne sait pas si on va vivre, enfin, si on va mourir pauvre ou riche, parce que ça, c'est que Dieu qui le sait. Mais souvent, on a un mauvais exemple de la richesse, et la richesse, c'est pas ce qu'on a. La richesse et le succès et la réussite, c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on laisse. C'est pas Mhm. avoir de l'argent, c'est pas avoir de biens, c'est pas avoir ci. Non, c'est est-ce que vous faites des choses bien, est-ce que vous avez un impact positif sur votre entourage, et est-ce que vous faites des choses bien dans cette planète. Ça, c'est des actions qui vont nous accompagner dans notre tombe. Et je crois que ça, c'est très important de se dire que quand on fait des choix, en ayant ça en tête, en disant, tiens, comment je vais répondre de ce choix et de cette action, ben, la vérité, alhamdoulilah, toujours ça donne une baraka extraordinaire. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que bien sûr, Dieu te met face à des épreuves et des challenges qui justement, je pense que c'est fait pour te tester et qui vont être pas évidents. Nous, il faut savoir que ça fait maintenant 14 ans qu'on travaille sans un cent de crédit. On n'est jamais parti voir une banque pour leur dire, voilà, on a besoin d'une straight loan ou d'un crédit de caisse. Et on est dans un domaine où c'est très, très, très compliqué. Parce que les gens Oui. viennent commander des meubles, ils donnent un petit acompte, et puis les meubles arrivent, il faut les payer à 100%, et tu ne récupères ton argent que quand tu as livré. Et souvent, la Oui. livraison voilà, prend du temps. Et donc, on est vraiment confronté à des challenges, mais chaque mois, c'est très compliqué. Mais Oui. subhanallah, avec l'aide de Dieu, on arrive. Et pour nous, chaque mois est un miracle, parce on doit tenir dans cette. Et en fait, plus tu grandis, plus c'est compliqué. Nous, les gens pensent que plus tu grandis, plus c'est facile. Non, non, plus tu grandis, plus tu dois gérer des montants difficiles. Oui. Oui. Et, et voilà, mais alhamdoulilah, on essaie de tenir et je mets ma confiance en Dieu et je dis toujours, voilà, tant que je tiens avec la volonté de Dieu. Et si un jour la volonté de Dieu est différente, eh ben, je l'accepterai. Et c'est ça qu'il faut se Mhm. dire, c'est que Dieu nous a écrit un chemin et nous, en tant que musulmans, c'est important. On oublie souvent, mais c'est important de tenir à ces valeurs et de savoir qu'il n'y a pas que ici qui compte, il y a aussi l'au-delà et l'au-delà, il n'est pas gratuit. Voilà, et donc il faut bien Mhm. sûr aussi accepter les épreuves et essayer d'y répondre au mieux. Ça demande des sacrifices, ouais. Et oui, juste pour Certain. que les auditeurs comprennent un peu plus, c'est quoi les problématiques liées au fonds de roulement? On va dire, si tu crées un meuble ou tu veux vendre un meuble, tu dois en acheter, je sais pas, une cinquantaine ou une trentaine. Tu Écoute, vas avoir besoin de les payer en avance en fait, en avant gros, c'est pour ça. les. Donc, pour te donner quelque chose de facile à comprendre, on va prendre des chiffres faciles. Imaginons que tu fasses 100 000 euros de vente par mois. Voilà, pas simplement. Tu vas demander des acomptes qui sont l'équivalent de plus ou moins 20% en moyenne. Il y a un client qui va te Ouais. donner 15, un client qui va te donner 25, un client qui va te donner 30, mais en moyenne, tu vas toucher 20 à 25%. Mais donc, tu vas avoir 25 000 euros d'acompte. Avant que tu puisses encaisser le solde, pour pouvoir encaisser le solde, il faut livrer ton client.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu reçois la marchandise de tes fournisseurs. Sauf qu'aujourd'hui, depuis déjà une dizaine d'années, il y a eu beaucoup, on est dans un domaine très compétitif, très compliqué à cause d'Internet, à cause aussi que les gens n'ont plus la patience, ne travaillent plus comme des acharnés, et puis aussi aujourd'hui la concurrence avec le monde chinois, hein. Il faut savoir que nous, depuis lors, on fait que du meuble européen, on ne vend plus rien je veux dire hors Union européenne. Donc, on ne fait rien de made in China, made in Vietnam, made in ailleurs. Et donc, on a quand même déjà des produits qui coûtent un certain prix. Et le marché étant ce qu'il est, les usines n'ont pas super confiance aux magasins et donc elles ont des conditions de paiement qui sont très strictes et rigides. Et pour avoir une bonne réputation, tu payes convenablement. C'est ce qui nous permet à nous d'avoir des livraisons dans les temps, qu'on soit prioritaire et toujours très bien respecté. Donc, nous, ce qu'on fait, on reçoit la marchandise, on la paye comptant et donc tu avances les sous. Mais tu ne les récupères que souvent 2 semaines plus tard, un mois plus tard. Et pour certains, maintenant, en plus, comme on est devenu un magasin de design et on commence à avoir aussi une collection très, très haut de gamme, là, on est confronté à des gens qui font des projets beaucoup plus importants, où on parle plus de 100 000 euros, on parle de beaucoup plus. Et en fait, c'est des gens aussi qui sont dans des travaux, souvent, dans la construction de temps en temps. Et donc, les délais entre le moment où eux, ils espèrent avoir leur meuble et le moment où ils te disent que tu peux livrer, des fois, il est de 3 à 4 mois. Et donc, tu as reçu ta marchandise, puis tu dis au client que ta marchandise est là, et le client, lui, est en train de terminer ses travaux, et donc, il paye la fin de ses finitions qui sont pour lui prioritaires à ce moment-là, et il te laisse. Et donc, c'est toujours très problématique, parce que bien sûr, en même temps, c'est tes clients, tu veux les soigner, les aider, les chouchouter, mais en même temps, toi, tu as besoin qu'ils te payent, parce que c'est eux qui t'ont demandé de commander les meubles et qui t'ont dit, je les veux le plus vite possible. Et donc, tu es toujours confronté à ce challenge où toi, tu dois aller avancer des sous. Alors, quand tu n'es pas millionnaire, quand tu n'as pas une banque et quand tu n'as pas de crédit, c'est très compliqué. Parce que tu dois, voilà. Et donc, alhamdoulilah, on tient le coup. C'est ce qui a fait aussi qu'on a eu une croissance saine pendant ces 14 ans depuis que nous sommes indépendants. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué à gérer. Et la plupart des sociétés, je pense que nous, dans notre domaine et à notre niveau, on est les seuls à travailler sans crédit de caisse. Il n'y a aucun magasin que je connaisse qui travaille à ce niveau-là sans crédit de caisse. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la banque, tu demandes 1 million d'euros qui vont te servir de fonds de roulement et qui vont te permettre sur lequel tu vas payer que les intérêts. Parce qu'en réalité, ce n'est pas d'argent que tu empruntes, c'est d'argent qui rentre, hein, mais il rentre en retard. Et donc, tu demandes à ce que la banque te finance en fait ce délai-là. Et donc, ça reste toujours des délais courts. Et c'est ce que font quasi tous les magasins. Hein. Et ce n'est pas des intérêts énormes, mais on se les interdit parce que tu connais ce qu'il en est des intérêts en islam. Et donc, on essaie aussi de respecter ce point-là. Inch'Allah. Et du coup, donc maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu de la progression de l'entreprise? Donc, les 2 premières années, j'imagine que c'était un peu tendu parce qu'il fallait en parler, rembourser l'achat de l'entreprise, pardon, des locaux. Et ensuite, du coup, après ça, peut-être que tu as commencé à changer, à faire évoluer un peu la gamme des produits que tu vendais. C'est exactement ça. Donc, les 2 premières années, bien sûr, on s'est surtout concentré à sortir ce qu'il y avait là. Et au fur et à mesure qu'on sortait, donc chaque fois qu'on vendait, disons 100 mètres, 200 mètres carrés, on rentrait une nouvelle collection. Et voilà. Mais dès la première année, ça a directement pris parce que tout d'abord, le vendeur n'avait pas changé. Hein. Le vendeur principal, c'était moi, mais les équipes autour, donc mon associé, beau-frère, et puis on avait pris un collègue aussi en livraison qui était plus compétent, et on gérait tout nous-mêmes. Et donc, le service était meilleur, les délais étaient meilleurs, et les collections s'amélioraient vraiment chaque mois. Et donc, alhamdoulilah, on a eu une croissance déjà dès la première année de 35%, puis la deuxième année, une autre croissance de 40%. Et donc, la troisième année, j'ai décidé de commencer du haut de gamme très, très, très doucement. Et donc, on a commencé comme ça à faire entrer une collection très haut de gamme qu'on a mis en vitrine juste en test. Et alhamdoulilah, c'était un fauteuil, une place qui coûtait 4 000 euros. Et dans le temps, c'était une fortune. Et on l'a quand même vendu 8 fois en 6 mois. Donc, malgré le fait qu'on était dans un quartier populaire, qu'on n'avait pas de parking, pas d'air conditionné, pas de chauffage. Donc, c'était un dépôt. On parle bien d'un dépôt de marchandises. C'était grand. Voilà. Et donc, au final, c'est là que j'ai décidé, en fait, avec Mohamed, de créer D-Style. Donc, à la base, le magasin s'appelle Dépôt Style. Avant ça s'appelait Dépôt Stock. Moi, je n'ai mis ni le mot dépôt ni le mot stock, mais c'était comme ça que mon patron voyait les choses. Hein. C'était un grand dépôt dans lequel il y avait du stock. Donc, moi, quand j'ai repris le magasin, j'ai voulu l'appeler Dépôt Style parce que voilà, je voulais garder quand même quelque chose avec. Et c'est vrai, je ne vais pas mentir aux gens, c'était un grand dépôt. Hein, et je me suis dit, plutôt qu'un dépôt stock, je vais en faire un dépôt qui a du style. Et donc, j'ai commencé à rentrer des meubles qui avaient un peu plus de style. Voilà, on restait toujours du commercial et du moyen de gamme, mais c'était ça. Et donc, 2 ans après, quand on démarre la troisième année, là, je dis, tiens, il faudrait qu'on crée une collection plus haut de gamme. Et donc là, je fais disparaître le dépôt et je nomme la collection D-Style, le D de la lettre D, mais qui en anglais se prononce aussi de, comme si vous aviez le style, donc de style, mais aussi le D de design. D'accord. Et donc, c'est comme ça que je dis que je veux créer une collection beaucoup plus exclusive. Et
Et là, ça serait trop long à raconter, mais en gros, voilà, on a contacté 2 marques très difficiles qui font des produits très pointus et qui coûtaient genre 10 à 15 fois plus cher que ce qu'on avait. Et l'idée était d'abord éduquer nos clients, de leur montrer ce qu'était le haut de gamme. Et en fait, alhamdoulilah, ça a pris et on a une clientèle, justement, une clientèle aussi belgo-marocaine, pour la plupart aussi musulmans, parce qu'il faut aussi le dire quand c'est très positif, en fait, qui a été très réceptive. Et moi, aujourd'hui, j'en témoigne quand j'ai la chance de donner des conférences à l'international ou de discuter avec des collègues qui disent finalement, Smaïl, comment vous avez fait avec D-Style pour réussir en très très peu de temps et dans une période très mauvaise? Parce que là, il faut savoir qu'on parle de après 2011 et de 2011 à 2020, dans le domaine du mobilier, tous les Mhm. magasins ont fait marche arrière. Donc, tous les magasins qui vendaient à un certain niveau vendent moins cher. Les magasins qui ne faisaient pas du Made in China font maintenant de l'importation. Et le chiffre d'affaires par magasin diminue. Et puis, on a aussi toute la population moyenne qui est une habituée de Ikea, c'est-à-dire du mobilier vraiment pas cher, qui n'est pas fait pour durer. Et nous, en fait, on a fait le contraire. On est monté de gamme sur des produits qui sont faits pour durer plus longtemps, sur des produits plus qualitatifs, et surtout, on a donné beaucoup, beaucoup d'importance au Made in Europe. On vit en Europe, et donc on essaie de donner priorité à, bien sûr, renforcer là où on vit, afin aussi de Ouais. faire vivre le local. Et même quand j'ai la possibilité d'avoir du Made in Belgium, je le fais. Et donc, en fait, je vais chercher les meilleurs là où ils sont, mais on pense à tout ce qui est éthique, on pense aussi à payer les gens convenablement, à ce que nos employés aient un bon salaire, de bonnes conditions de travail. Et ce sont des choses qui sont très importantes pour nous. Et donc, on a essayé de le communiquer. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, nous, on a été vraiment contraire au sens du marché. Et donc, aujourd'hui, qu'on revend des marques parmi les plus exclusives au monde, hein, on a la chance d'avoir ouvert D-Style maintenant il y a 2 ans. Donc, on a fait une antenne à part ici à Zaventem, où on a créé un des multi-brands les plus, je pense, haut de gamme d'Europe. Et quand je discute avec justement les patrons de ces marques-là, qui eux sont présents dans le monde entier, ils me disent, Maël, ce que vous avez fait à Bruxelles est unique. Il est unique. Et alors, des fois, ils me demandent, mais comment tu as réussi à faire ça? Et alors, moi, maintenant, je suis un peu taquin, mais ça reflète vraiment la vérité. Et je dis, écoute, j'ai la chance en Belgique d'avoir quand même une partie de ma clientèle. Alors, nous, on a des clients de partout, hein, c'est une grande chance, hein, parce qu'à la gare Mhm. du Midi, on touche une population qui est vraiment cosmopolite. On a de tout. On a des Brésiliens, des Portugais, des Polonais, des gens qui travaillent à la Commission européenne, et des Africains, et bien sûr, je veux dire quand même 50, peut-être à 60% de Belgo-Marocains. Mais en fait, j'ai toute cette clientèle, je veux dire, méditerranéenne, donc les belgo-marocains, mais les belgo-libanais, les espagnols, les italiens, qui en fait donnent encore beaucoup d'importance à leur chez-soi. Et donc aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis aux Occidentaux, j'ai envie de dire classique. Voilà, la grande différence qui a fait que D-Style aujourd'hui a réussi, c'est que nous, en fait, on a négligé personne, on respecte tout le monde. Et bien sûr, moi, étant d'origine marocaine, je peux effectivement témoigner qu'il m'est arrivé que quand j'allais dans des magasins euh, dans d'autres magasins de meubles Ouais. haut de gamme, d'être des fois un peu jugé parce que je suis bronzé, Un peu jugé parce snobé. que X ou Y est un peu snobé. Et une grande partie de ma clientèle haut de gamme me le dit. Me dit, Sma, quand on va dans certains endroits, encore, ici malheureusement, certaines parties, et c'est dommage d'ailleurs d'abord pour ces gens-là, bah oui, on a toujours ce jugement. On regarde toujours l'autre comme un étranger et on ne lui apporte pas le conseil et le service qu'il mérite. Et nous, on n'a Mhm. jamais fait ça. Et donc, au final, ce sont ces clients-là qui nous ont fait grandir. Et effectivement, finalement, quand je fais une analyse un peu sociale de tout ça, en fait, ce n'est pas la richesse des gens qui fait ce que vous êtes, c'est vraiment qui vous êtes. Et en fait, le belgo-marocain est encore j'ai envie de dire, une population qui reçoit beaucoup à la maison. Et ça, c'est une chance pour nous parce que qui dit recevoir beaucoup dit aimer aussi recevoir et aimer avoir une belle maison. On aime bien recevoir. Et donc, effectivement, on a ces clients-là qui mettent beaucoup plus d'importance et donc plus de budget dans des belles choses, où tu peux avoir des Occidentaux très aisés, mais qui, sur une année de vie, vont recevoir une fois à Noël. Et encore aujourd'hui, la plupart disent, oh, tu sais, à Noël, on va au restaurant. Et donc, on se retrouve comme ça avec cette volonté où moi, j'ai envie de communiquer et de dire, bah, écoutez, il faut reprendre soin de son chez-soi parce qu'il n'y a rien à faire. On ne va jamais être aussi bien que chez soi. Pas dans le meilleur restaurant du monde, on passe une belle soirée, mais à minuit, les serveurs commencent à vous regarder parce qu'ils ont envie de fermer leur restaurant, tandis qu'à la maison, on peut rester avec ses amis jusqu'à 4 heures du matin, il n'y a personne qui va vous regarder de travers, ni rien. Et donc voilà, j'essaie de recommuniquer sur voilà, le plaisir de recevoir à la maison. Et moi, pour moi, c'est le plaisir de se sentir bien tout court. Et finalement, bien sûr, avec ce Covid, on n'est plus jamais à jour qu'aujourd'hui. Hein. Les gens ont été forcés de passer beaucoup de temps à la maison. Et donc, ce que je dis depuis 10 ans, en fait, voilà, on le vit aujourd'hui parce qu'on doit rester chez soi plus longtemps. Et c'est important d'avoir des bonnes conditions chez soi. Ok.
Donc maintenant, actuellement, en fait, à la fois tu es vendeur de mobilier et à la fois tu es aussi décorateur d'intérieur. Oui, donc en gros, bien sûr, la carrière a évolué en parallèle. Donc, on a les deux magasins de meubles aujourd'hui qui sont des magasins de meubles. Donc, les gens rentrent, ils viennent, ils achètent un meuble, ils ont une table, une chaise pour entrer. Il y a des conseillers, il y a des équipes qui sont là. Et en même temps, donc moi, en parallèle avec tout ça, j'ai grandi dans mon niveau de conseil et d'expertise. Et donc, j'ai été à nouveau à chaque fois forcé par les choses. Quand j'ai commencé à vendre des meubles plus haut de gamme, bon, ben, on livrait un salon très joli, très sympa, puis on arrivait chez le client et le client, en fait, n'avait pas le tapis qui était assorti, n'avait pas les rideaux assortis, n'avait pas les coussins assortis. Et donc, par la force des choses, mes clients ont commencé à me demander, moi, de rajouter des choses. Et donc, je suis devenu un peu voilà, vraiment par le besoin, hein, décorateur, conseiller, et puis au fur et à mesure, ce niveau de conseil-là commence à devenir, j'ai presque envie de dire, prioritaire sur le choix du mobilier. Donc les gens sont d'abord venus me voir pour me demander des conseils, et donc les deux carrières sont montées en parallèle. Et Mmh. aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai de la chance de réaliser des intérieurs pour des personnes incroyables et de faire des projets qui sont vraiment spectaculaires. Et effectivement, ce niveau-là de travail et de conseil, il touche plus de l'architecture d'intérieur et de la décoration d'intérieur, prend une partie, moi, de ma vie qui est peut-être aujourd'hui de 80%. OK. Tu peux nous parler un peu de quelques projets, des plus gros projets sur lesquels tu travailles ou tu as travaillé? Bon, alors, bon, tout d'abord, on cite jamais la personnalité de nos clients, mais on a, alhamdoulilah, qu'il y avait pas mal d'artistes et de footballeurs internationaux pour qui on a réalisé de très beaux projets. Et puis ici, j'ai eu la chance aussi en Belgique de faire des projets d'hôtels complets. On a fait, il y a 2-3 ans, ici, un très beau projet sur l'avenue Louise, qui est l'équivalent de l'avenue des Champs-Élysées de Bruxelles, où on a fait un projet de 64 appartements. Donc, on a dessiné tout l'intérieur et choisi chaque mobilier. C'était 64 appart-hôtels. Puis on a fait un chouette projet aussi sur Azaïla au Maroc, où on a fait 32 appart-hôtels, ainsi que 2 penthouses et un restaurant complet. Et puis on a des très belles villas, et ça, les gens peuvent aller les voir. En partie celles qu'on peut publier sur notre site dstyle.be, où là tu vois pas mal de réalisations, et c'est pour la plupart des très belles résidences, des belles demeures. Et si on voit sur chaque photo le soin qui est donné par le choix même d'une chaise, où la couture est choisie, le fil est choisi, les détails et tout, on voit vraiment que c'est pas du simple mobilier. Il y a bien sûr toujours la possibilité de faire du mobilier très simple. On voit encore aujourd'hui dans notre collection des postiles du bon mobilier moyenne gamme qui est adressé à, je veux dire, 80% de la population. Mais Mmh. dans les projets d'e-style, on voit vraiment que les clients choisissent des produits très pointus et plus complexes. OK. Quand tu parlais tout à l'heure des autres marques qui disaient que ce que tu as fait en quelques années, c'est incroyable. Et ils parlent de quoi en particulier? Ils parlent du chiffre d'affaires, du nombre de clients, de la Il parle de qualité? l'évolution. Il parle de l'évolution. Aujourd'hui, en tant que magasin de meubles, faire ce que nous on fait, il n'y en a aucun qui le fait. C'est-à-dire qu'il y a des très, très beaux magasins de meubles qui ont des histoires beaucoup plus grandes que les nôtres, beaucoup plus importantes que les nôtres, qui ont 100 ans d'existence pour certains, 5 générations, 8 générations. Il y en a certains Mmh. qui ont toutes les grandes marques très connues, mais il n'y en a aucune qui a amené, tu sais, moi je vendais des chaises à 29 € et aujourd'hui la chaise, je veux dire de collection en série, hein, je ne parle pas des pièces uniques qui sont faites. Non, on a une chaise Bugatti Home qui coûte 15 000 € la chaise. Donc, bien sûr, on a toutes les étapes. Donc, on a encore la chaise à 100 €, la celle à 200, la celle à 300, la celle à 500, à 800, à 1000. Mais le fait d'avoir pu passer d'une chaise à 29 € à une chaise Bugatti Home parmi la plus exclusive au monde, ça, en magasin de meubles, il n'y a personne qui a réussi à faire ça sur, je pense, ces 40 ou 50 dernières années. Parce que Mmh. on l'a fait en très peu de temps, ça s'est fait en moins de 10 ans. Donc, c'est même pas une demi-génération. On est encore sur un même truc et on est les mêmes. Donc, on n'a pas rentré d'autres personnes dans notre équipe. Hein. C'est toujours Mohamed et moi. Et bien sûr, en fait, aussi, on a le plaisir que toutes les personnes qu'on a engagées sont restées avec nous. Et donc, notre personnel est fidèle et on grandit tous ensemble et on réalise des choses extraordinaires. Et ça, il y a certains magasins qui sont de gamme, mais ils sont de gamme depuis le début. Donc, il y a des gens qui sont arrivés il y a Mmh. 40 ans, ils ont créé un magasin, ils ont été voir 10 marques exclusives, ils les ont mises et ils vendent ça. Et ils vendent toujours du produit. Nous, ce qu'on arrive à faire pour un magasin de meubles d'abord, c'est qu'on arrive à faire des intérieurs complets où les gens nous donnent une villa et on fait de A à Z. Et ça, aujourd'hui, dans des magasins de meubles, ça n'existe pas. Les rares qui font ça sont de très grands architectes. Donc, et eux, ils n'ont pas, comme nous, on a 180 marques de mobilier différents. Et donc, ça nous permet vraiment d'accompagner le client en fonction de son propre besoin. Tandis que les architectes, souvent, ils n'ont que 4 ou 5 partenaires. Et donc, quand vous voyez 10 de leurs projets, ben, vous voyez les mêmes produits partout parce qu'ils n'ont pas assez de produits différents. Et donc, nous, ce qu'on a fait, il est unique par ça. Par son histoire, par ce court terme et par l'évolution. Tu dois imaginer un vendeur de voitures qui vendait une Lada et une Skoda, et le même garage vend aujourd'hui Bentley, Bugatti et Ferrari.
Euh, dans l'histoire, je pense, de notre domaine, je pense pas que ça s'est rencontré plusieurs fois. Mhm. Donc, tu as l'exclusivité avec certaines marques, comme tu as cité Bugatti Home, Bentley Home et Bien d'autres. sûr, oui, bien sûr, bien sûr, quand tu es à ce niveau-là, bien sûr, de produits sur des marques qui recherchent le partenaire que eux estiment le meilleur et le plus représentatif de la marque. Et à ce niveau-là, le produit étant tellement exclusif, tellement de niche, bien sûr que quand tu l'as pour un marché parce que Mhm. c'est pas la marque est trop de niche. Hein. Quand tu as du Bugatti Home, le nombre de clients est bien sûr très limité. Quand tu as du Bentley Home, c'est pareil. Là, demain, on fait une inauguration pour Visionnaire Home Philosophy, qui est une des marques aussi les plus exclusives au monde. Là, c'est pareil, bien sûr. Voilà, on a l'exclusivité, le plaisir d'être le partenaire exclusif de ces marques pour notre marché. Je ne savais pas que les marques de voitures, Bugatti, Bentley, Ferrari, avaient c'est quoi, ça marche comment en fait? Alors Ferrari n'a pas une marque de mobilier, mais Bentley Home et Bugatti Home ont une marque. Alors, comment ça se fait? En fait, c'est pas bien sûr fabriqué par Bentley même, c'est une collaboration qui se fait entre un fabricant très réputé de mobilier et qui va signer une licence et qui va créer des meubles souvent inspirés du design d'eux, mais pas que ça. En fait, les connexions vont jusqu'au partage des matériaux. Et donc, par exemple, dans la collection Bugatti Home, tu vas retrouver des meubles qui sont fabriqués avec le carbone de la Bugatti Chiron et avec le Wow. cuir de la Bugatti Chiron. Et donc, voilà. Et donc, c'est là que la connexion se fait. Bentley Home, c'est pareil, parce qu'au final, c'est des canapés, mais c'est un canapé dans lequel tu vas trouver, par exemple, le dos en boiserie. Et dans ce cas-là, ça va être la boiserie que l'on retrouve dans les intérieurs Bentley. Tu vas retrouver les coutures mulineurs, tu sais, c'est les fameuses coutures en forme un peu diamantée que tu vas retrouver aussi dans le mobilier. Mais tout ça sont des éléments que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas une connexion directe parce que le fournisseur ne partage pas, bien sûr, ses Oui. matières premières. Et ici, il y a une connexion qui se fait. Et donc, c'est pour ça que bon, Bugatti, Bentley, par exemple, Bentley est une marque anglaise, mais les meubles sont fabriqués en Italie par Luxury Living Group, qui est un très gros fabricant de mobilier exclusif et qui va avoir Mhm. 6-7 marques. Et une de ces marques est Bentley Home, l'autre est Bugatti Home. Ils ont aussi Fendi Casa et ils ont d'autres marques. Et nous, on est le partenaire exclusif de Luxury Living Group. Comment est-ce que tu as réussi à à avoir ces clients? Alors, c'est un travail de longue haleine. Je pense que les clients sont arrivés parce que j'ai d'abord été moi client. C'est ce que beaucoup de monde oublie. Hein. Il faut d'abord être soi-même convaincu. Donc, moi, en fait, quand j'ai commencé, donc quand j'ai toqué à la porte de ces marques-là, bah, pour nous, ça a été un gros choc parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai fait ça tout en étant d'abord et toujours à la gare du Midi. Et donc, d'abord, en ayant un magasin moyenne gamme à la gare du Midi, aller voir des marques très haut de gamme et certaines très prétentieuses. Et leur dit voilà, bonjour, je voudrais être votre partenaire pour la Belgique parce que j'ai du potentiel ou je fais des projets haut de gamme. Ce n'était pas évident. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on a eu la chance de grandir chaque année et de chaque année aussi. Je pense que le monde est petit. Et certaines marques parlent avec d'autres. Et en fait, il y a des marques qui parlent à d'autres de nous. Et donc, au final, vous avez les tout grands qui entendent parler de vous et qui voient certains projets que vous faites avec des marques très compliquées, des marques qui ne sont pas nécessairement connues, mais qui sont, par exemple, moi, j'étais un des premiers à faire Gamma. Gamma est une marque italienne qui fait des salons féminins, qui est pour moi une des plus belles collections de salons, mais très compliquée à vendre parce qu'elle est inconnue. C'est Mhm. un Italien du Nord qui est près de Bologne, qui a repris l'usine de sac à main de son grand-père il y a 40 ans et qui s'est décidé de faire des salons féminins, mais qui n'a jamais vraiment travaillé sur le marketing et le branding. Et donc, c'est une marque que ne connaît que les spécialistes. Mais moi, je ne vends pas à des Mhm. spécialistes, je vends à des particuliers. Et quand vous arrivez, vous dites que vous avez un canapé qui fait 12 000 euros et que c'est une marque que personne n'a jamais vue, c'est très difficile à vendre. Hein. Mhm. Ben, nous, on a cartonné avec eux. On a cartonné. En fait, le fait qu'on a cartonné avec des marques comme ça a donné confiance au marché parce que les gens, qu'est-ce qu'ils se sont dit? S'ils arrivent à vendre ça à ces prix-là, alors que c'est des marques pas connues, c'est que leurs clients les respectent et leurs clients leur font confiance. Parce Mhm. que c'est beaucoup plus facile de vendre un canapé à 12 000 quand il est connu dans le monde entier et qu'on fait des publicités dans tous les C'est magazines. clair. C'est clair. Voilà. Une valeur Et nous, sûre. c'était voilà, voilà. Et nous, c'était le contraire. On avait des produits qui, pour nous, étaient de meilleure qualité, mais qui étaient moins connus. Donc, c'était très, très difficile. Mais effectivement, l'analyse de nos collègues était juste. C'est qu'on a la chance d'avoir une relation très saine avec nos clients qui nous font confiance et nous, on essaie de se montrer à la hauteur de cette confiance. Et au final, quand ils ont le produit chez eux, oui, ils se rendent compte qu'en fait, oui, ils ont une Rolls-Royce au prix de la Porsche. Hein, parce que Oui. de l'autre côté, les belles marques très connues, c'est souvent des marques industrielles qui font de très beaux produits, mais qui sont très chers pour un produit industriel. Et là, on est au même prix pour un produit fait main. Et donc, c'est ce que je dis à mes clients. Je dis souvent, moi, je vous donne une Rolls-Royce pour le prix d'une Porsche. Tandis que quand vous allez acheter un produit de marque très connu parce qu'il est dans tous les magazines, ça reste un très bon produit. Hein. Pour moi, une Porsche, c'est une super voiture. Mais
acheter une Porsche au prix de la Rolls-Royce, voilà, c'est ça. Et donc, nous, on faisait un peu ces trucs-là. Et le client qui vient chez nous parce qu'il a confiance, il dit, bah, écoute, Smaïl, c'est toi le professionnel. Si tu nous conseilles Gamma et si tu penses que c'est le meilleur produit, ben, nous, on te suit. Et alhamdoulilah, on a cartonné avec cette marque. Et puis, il y en a bien sûr d'autres, hein, des histoires parallèles avec d'autres marques. Et je pense que ça se fait entendre à un certain niveau. Et donc, quand tu as une marque comme Fendi Casa ou Bentley Home qui entend parler de toi en tant que revendeur marque Piqué, parce que c'est des marques qui ne font pas de publicité, mais bien sûr, ils sont confiants sur le fait que tu peux vendre un produit qui est Ouais, brandé parce que ça sera plus facile. trop bien. Ismaël, je me rappelle, on avait parlé au téléphone, tu me disais comment, tu as évoqué, on n'en a pas parlé, comment la relation avec tes parents t'avait aidé dans tous ces projets-là, ce que tu as vécu. Alors, bah, la relation avec mes parents, elle m'a aidé pas vraiment uniquement plutôt dans ce que j'ai vécu, mais elle m'a vécu parce qu'elle m'a nourri. Moi, je Mhm. remercie Dieu tous les jours d'avoir eu des parents extraordinaires qui encore aujourd'hui, au quotidien, m'accompagnent dans tout, parce qu'on a toujours besoin de nos garde-fous. Mais j'ai un papa qui m'a transmis des valeurs inestimables. Je pense, moi, je le remercierai toujours de m'avoir guidé, lui et ma mère, et d'avoir guidé tous mes frères et sœurs sur le fait que le dunya, elle est rien sans l'akhira. Hein, si tu réussis ta vie, je veux dire matérielle ici-bas, mais que tu réussis pas dans l'au-delà, tu n'as rien réussi. Et moi, ça, c'est quelque chose pour lequel je leur suis reconnaissant. Je leur serai reconnaissant toute ma vie. Et je remercie bien sûr Dieu de m'avoir donné des parents comme ça, parce que tout le monde ne choisit pas ses parents. Mais effectivement, j'ai un père qui a été toujours, et aussi un père incroyable, parce qu'autant il est les pieds, je veux dire la tête sur les épaules, les pieds sur terre, pour tout, autant il m'a toujours dit que Dieu était grand et que quand on demandait à Dieu, ben, il faut demander grand. Et c'est pour ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup guidé ma carrière parce que j'ai jamais été satisfait de quoi que ce soit. Je suis heureux de tout ce que Dieu me donne, même, j'ai envie de dire, d'un petit chocolat. Hein, donc, et ça, oui, j'en suis satisfait, mais je ne suis pas satisfait, entre guillemets, de mes réalisations. Et c'est difficile à dire, mais je veux dire par là que je crois que demain, je pourrais faire un palais à 1 milliard. Je ne penserais pas être arrivé à une consécration, parce que pour moi, la consécration, elle n'est pas ici, elle est quand on meurt. Et donc, je pense que c'est très important de transmettre voilà, aux jeunes qu'on ne doit pas se satisfaire d'une réussite professionnelle ou d'une réussite matérielle, que Mhm. la seule chose pour laquelle on pourrait être satisfait, ben, Inch'Allah, c'est si Dieu, quand on meurt et qu'on se retrouve devant lui, il accepte nos actions et qu'il nous pardonne toutes nos erreurs, parce qu'on parle souvent de ce qu'on fait de bien et on oublie toutes les erreurs et tout ce qu'on ne fait pas assez bien. Et le temps qu'on ne prend pas aussi pour certaines choses qu'on devrait prendre, et des fois la négligence que l'on a vis-à-vis de nos enfants, parents, même moi de mon épouse, je ne suis pas présent comme je devrais l'être, parce que voilà, je suis trop la tête dans le guidon. Et donc bien sûr, on a des défauts aussi. Et voilà, on espère que Dieu nous les pardonnera et qu'il acceptera nos bonnes actions. Et ça, c'est lié bien sûr énormément à mes parents. C'est, voilà, alhamdoulilah, que Dieu m'a donné des parents comme ça, qui m'ont transmis ces valeurs. Voilà, que rien ne vaut le-delà et que donc, mais en même temps, rien ne vaut le-delà, mais travaille ici-bas pour avoir le meilleur d'ici-bas aussi. Donc, je n'ai pas eu un père qui m'a dit non, Smaïl, tu sais, tu dois travailler que pour le-delà. Non, non, il m'a dit Smaïl, si tu rêves d'un jet, bah, demande-en deux parce que c'est pas suffisant pour Dieu. Et je dis souvent, je reprends un exemple qu'on me racontait quand j'étais petit. J'aurais vu passer une Ferrari et j'aurais dit à mon père, papa, un jour, je vais acheter ça. Et mon père qui m'a pris, j'ai envie de dire, affectueusement par l'oreille et qui me disait, Yawildi, Dieu est grand, si tu lui demandes, demande au moins l'usine. Et je pense que ça, c'est très représentatif de quelqu'un qui croit très fortement en Dieu, c'est-à-dire, et surtout du message qu'il voulait me passer. C'est-à-dire, Aouldi, une Ferrari, c'est rien. Ne te satisfait pas de ces 5 mètres de métal et 4 roues. Alors que pour beaucoup, ce serait déjà le Graal ultime d'avoir une Ferrari dans sa vie. Hein. On est d'accord que Ferrari ne produit que 10 000 voitures par an pour une population de 8 milliards d'habitants. Donc, hein, il y aura toujours beaucoup plus de personnes qui mourront sans avoir de Ferrari que de personnes qui en mourront. Mais c'était un message très important qui disait, Wouldi, ça c'est rien, tu vois. Et Mhm. oui, voilà, et pour ça, je suis très, très reconnaissant au quotidien. Et je pense qu'il y a eu plusieurs messages comme ça, certains dont je ne me rappelle pas parce que ça, c'est un de mes oncles qui me l'a raconté, mais qui m'ont nourri, qui au fond de moi-même ont fait qu'effectivement, on ne doit pas penser que quand on a réalisé un beau projet, voilà, on a atteint quelque chose. Non, et certainement, Dieu a encore d'autres projets, Inch'Allah, pour nous, et c'est ce qu'on souhaite. Ok. Comment est-ce que tu essayes de redonner en fait par rapport à tout ce que tu as pu accomplir? Je sais que parfois tu donnes des cours, tu essaies de parler aux jeunes, etc. Quelles sont les actions que tu Écoute, mènes?
Je pense que l'action la plus importante d'abord est d'être d'abord soi-même un exemple. Et ça, c'est le plus difficile parce que parler pour les autres, c'est facile, mais être un exemple au quotidien avec son entourage, c'est d'abord la première chose la plus importante. Donc, c'est de déjà Mhm. transmettre des valeurs au quotidien avec son entourage. Et effectivement, j'essaie dans le cadre de conférences où je suis appelé soit par des associations de jeunes, soit par des écoles, d'aller partager avec les jeunes que voilà, ces valeurs de travail. Aujourd'hui, malheureusement, on est confronté à une génération qui est limitée aux réseaux sociaux et qui, pour la plupart, leur rêve est d'être influenceur ou influenceuse. Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup de matière. Et voilà, j'essaye voilà, surtout de transmettre ces valeurs-là. Ben aussi, voilà, comme aujourd'hui, partager dans le cadre d'émissions ou de projets, d'intervenir pour expliquer aux gens qu'il faut d'abord croire en de bonnes valeurs, avoir des buts qui sont sains et le reste, croire en que c'est possible. Il faut bien sûr y croire, mais travailler, 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 travailler. Il n'y a pas de secret. Hein, ça ne vient pas tout seul. Il y a une phrase de Gims que j'aime beaucoup, hein, qui dit que c'est Dieu qui donne, mais ça ne tombe pas du ciel. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on doit comprendre. Oui, c'est Dieu qui donne. Bien sûr, je suis premier à le témoigner, je l'ai dit, c'est Dieu qui donne. Mais Dieu, il donne après vous avoir éprouvé. Et encore, on ne sait pas s'il va te donner ou pas, parce que des fois, il choisit de ne pas te donner, parce que ça te préserve aussi. Et c'est pour ça qu'il faut aussi accepter la volonté de Dieu. Mais dans tous les cas, je dis, on a le devoir de l'effort. On n'a pas le devoir du résultat, mais on a le devoir de l'effort. Donc, si on fait l'effort et que ça ne réussit pas, alhamdoulilah, c'est que c'était une bonne chose. Mais Mhm. faire l'effort, ça, c'est une obligation. Et c'est ça qu'il faut réapprendre à nos jeunes. Barakallahu fik, Ismaël. Donc maintenant, tu atteins un niveau, machallah, que tu n'aurais jamais pu espérer en termes de acquérir un magasin, vendre les plus grandes marques, avoir des projets incroyables. C'est quoi la suite pour toi? Alors, je ne peux pas te répondre. Wallah, souvent, quand je le dis aux gens, ils ne me croient pas, mais Wallah, l'Adim, c'est très sincère. La suite, c'est celle que Dieu aura destinée pour moi. Donc, moi, Dieu il connaît ce qu'il y a dans ma tête, il sait ce qu'il y a dans mon cœur, et je ne me fixe aucune limite. Voilà, c'est tout ce que je dis. Alhamdulillah. Ce que, effectivement, Alhamdulillah. on a réalisé aujourd'hui, je pense que je n'aurais pas pu peut-être l'imaginer, mais en même temps, je ne me le suis pas interdit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rêve trop grand, il n'y aura pas de projet trop grand. Et je pense que Dieu, il nous met des missions quand on est prêt. Et donc, moi, je me prépare, je vais dire au pire ou au meilleur. Voilà, dans tous les Mhm. cas, je me prépare à tout en essayant d'être le meilleur dans ce que j'ai à faire. Et quand je dis j'essaie d'être le meilleur, je ne parle pas d'être le meilleur ici, je parle vraiment à un niveau mondial. J'essaie de pouvoir être face à n'importe qui et pouvoir avoir une communication argumentée, sensée et être respecté. Et j'essaie d'être une bonne personne. Voilà. Mais je me fixe aucune limite et c'est Dieu qui me mettra là où il souhaite que je termine mes jours et j'espère, Inch'Allah, qu'on les terminera avec de très belles réalisations et Inch'Allah, qu'on aura amin. un impact positif sur Aide Dunia et qu'on laissera un bon exemple pour nos enfants et les générations futures. Parce que c'est ça le plus Amin. important. Ismaël, on arrive à la fin de ce podcast. Je vais terminer avec quelques petites questions. Je t'en prie. Est-ce que tu as des routines quotidiennes que tu maintiens qui t'aident à être plus performant ou à progresser? Non, j'ai pas routine ou habitude. Je veux dire que la seule routine ou habitude a été de se lever tôt. Se Mhm. lever tôt et dormir tard, mais ça aussi, j'ai envie de dire, c'est lié à ma santé et je pousse personne à le faire parce qu'il faut être capable de le faire et chacun a une santé différente pour voir ce que Dieu a donné à chacun. Mais effectivement, je suis quelqu'un qui, pendant des années, s'est réveillé très tôt. Quand je dis très tôt, c'est de l'ordre de 5 heures du matin et dormir assez tard. Et donc, j'avais deux vies où je bossais avant que les autres se réveillent. Et puis, bien sûr, je continue à bosser encore après les autres. Donc, ça a été mes habitudes, mais ce n'est pas nécessairement un exemple parce que pour moi, il faut aussi essayer de trouver un équilibre. Alors, Oui. voilà, mais des fois, quand on doit arriver comme ça en une demi-génération, en 8 ans, 10 ans, à créer quelque chose, il n'y a rien à faire. Ça ne se fait pas sans sacrifice, ça, c'est certain. Mais en même temps, ça, c'est quelque chose que je dois dire et qui est très important parce que je suis marié depuis 18 ans et j'ai aussi vu à travers mon métier beaucoup de couples malheureusement se séparer. Alors, je suis un mauvais exemple en acharnement de travail parce que je suis acharné et je suis passionné, donc je ne vois pas les heures de travail. Mais en même temps, je pense que j'essaye et j'arrive à essayer de nourrir mon couple par de la qualité. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier, même quand on travaille comme des malades, bah, de prendre un petit week-end par mois, 3 jours par mois, 4 jours par mois, ou aller souffler avec sa femme. Il ne faut pas se l'interdire et des fois, il faut se l'obliger même si on n'a pas le temps. Parce que souvent, quand nous, on est passionné, en fait, on l'impose à nos Hmm. proches. Nous, on ne le sent pas parce qu'on est dedans et on aime ce qu'on fait et il faut le faire. Et quand on a une mentalité comme ça d'aller au combat, ben on va au combat et c'est comme quand tu es sur un ring. Si tu es monté pour rester 15 secondes, tu vas monter sur ces 15 secondes, tu vas prendre des coups. Et donc, mais, les coups, c'est toi qui les prends, sauf que là, ben, tes proches les prennent avec toi. Hein. Donc, il y a des éclats. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est quand même maintenir de la qualité, prendre du temps de qualité. Et ça fait partie de mes habitudes. C'est que moi, malgré
toutes ces années où j'ai été vraiment très présent au travail, j'ai malgré tout le temps essayé de prendre des petits séjours où je pars une fois tout seul avec ma femme, une fois avec les enfants, et ça, c'est quelque chose que je recommande fortement. D'accord. Barakallahu fik. Est-ce que tu as des recommandations alors ça peut être des livres, des documentaires, des films, de choses qui t'ont marqué, particulièrement, que tu apprécies? Alors moi, je pense que je suis un mélange de beaucoup de choses, de certaines personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et aussi certains livres que j'ai lus. Il y en a un qui m'a beaucoup appris, c'est la biographie de Richard Branson. Mmh. Jusqu'à un certain âge, j'ai pensé, je pense jusqu'à mes 30 ans, j'ai pensé que pour être le meilleur, il fallait être un expert dans ce que tu fais. Je le pense toujours aujourd'hui, j'avoue. Et donc, c'est comme ça que j'ai essayé d'être le plus expert au monde en étudiant tout ce que je vends, ce que je ne vends pas, tout ce qui existe, ce qui sort pas. Et donc, je me dis, bon, voilà, il n'y a rien à faire. Un sprinter, le champion du monde de sprint du 100 mètres, il est champion du monde au 100 mètres, il n'est pas champion du monde de marathon. Ça, c'est une certitude. Donc, voilà, c'est comme ça que je pensais comme un sportif, et un très bon footballeur va être un bon footballeur, il ne va pas être un très bon basketteur. Ça, c'est ce que j'ai Mmh. pensé très longtemps. Et puis un jour, j'ai lu la biographie de Richard Branson et je me suis pris une claque assez importante parce que ce mec, dans son histoire, il a constitué 300 sociétés et à la fin, tu dis que bon, des 300, il a fait beaucoup de multimillionnaires. C'est-à-dire qu'il a à chaque fois mis des personnes à de très hauts postes. Et voilà. Et donc, en fait, il m'a appris à avoir aussi les yeux, la vue un peu plus large, et de dire non, il y a des fois moyen de réussir plusieurs domaines sans nécessairement être un spécialiste. Et là, la biographie de Richard Branson l'explique bien, donc je ne vais pas la raconter ici. Mais effectivement, il m'a ouvert les yeux sur le fait qu'en fait, il faut avoir une recette. La recette, bien sûr, elle est s'intéresser à ce domaine, étudier ce qu'il y a de mieux et de moins bien dans ce domaine, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, aller chercher les meilleurs et puis go. Bien sûr, avoir des budgets parce que là, je parle avec un mec qui avait déjà des budgets pour le faire. Et puis voilà, et c'est comme ça qu'il a touché un peu à tout. Il a touché à la communication, il a touché au vol, Atlantique. Et à plein de choses, à la musique et plein de domaines. Hein. Et en fait, voilà, ça m'a appris que oui, effectivement, il ne fallait pas nécessairement, surtout en tant que businessman, là, maintenant, de toute façon, moi, quand je fais ce que je fais, je ne le fais pas en tant que businessman, je le fais en tant que passionné. Mais en tant que businessman, donc si on s'adresse à des gens qui ont envie de faire des choses, c'est très intéressant son livre. OK. Il a plusieurs biographies, je crois, lui. C'est laquelle que tu as en tête? Alors, je ne pourrais pas te citer laquelle exactement, mais je pense que c'était une des premières parce que je l'ai lu il y a 10 ans. D'accord, moi je la Donc voilà. retrouverai. OK. Ouais, je suis désolé de ne pas Pas de l'avoir en souci, tête. hein. Mmh. Sa première, et je pense que c'est celle où il raconte vraiment son parcours, parce qu'il te raconte de quand il a démarré à aller vendre des disques en toquant à des portes, parce qu'il n'y avait pas encore de magasin, et c'est comme ça qu'en fait, il a pensé à créer les Virgin Megastore, Ouais, parce qu'à la base, il allait vendre et voilà, et donc c'est cette biographie-là, et je pense que c'était la toute première. d'accord. Et enfin, dernière question, Ismaël, si les gens souhaitent suivre ton travail pour voir ce que tu fais et aussi s'ils souhaitent te contacter, s'ils ont des questions, enfin, peu importe sur quoi, les auditeurs, comment ils peuvent faire? Mhm. Là, tout d'abord, on a un site internet qui est très bien fait. On a aussi un Instagram. Donc, il y a dstyle underscore BE et puis il y a Ismaël underscore dstyle qui est assez présent sur Instagram. Voilà, s'ils veulent envoyer un mail, voilà, bon, c'est très facile, c'est info@dstyle.be. Si c'est un mail OK, plutôt généralisé et si c'est un mail vraiment plus personnel, ben, c'est Ismaël, mon prénom, @dstyle.be. Donc, c'est assez OK. facile et voilà. OK. Bah, écoute Ismaël, je te remercie Ça beaucoup. va? C'est vraiment un parcours C'est vraiment moi qui te passionnant remercie. avec plein d'enseignements. Je suis sûr que ça va en plaire à Chacun, plus d'un et que tout le monde est réparti au moins avec quelques Inch'Allah. enseignements vraiment précieux, pour, heu, pour leur parcours. Le plus important, vraiment, je voudrais que, pour conclure, que vraiment chaque auditeur ait une confiance importante en Dieu. Allah, tant que tu ne le vis pas, c'est difficile à expliquer, mais quand tu l'as vécu, Mmh. c'est proche du miracle parce que Wallah, Dieu, il est là. C'est juste nous, en fait. Nous, on est très faibles et on pense à Dieu quand on a des problèmes, quand on est malade. Et quand on est bien, on ne pense pas à Dieu, en fait. Mais ce que je dis à tout le monde, OK, on est tous des êtres humains, moi, je vais juger personne parce que je suis le premier à ne pas penser assez souvent. Donc, je suis là, j'ai des beaux-frères, par exemple, qui vont à la mosquée beaucoup plus souvent que moi, qui ont des carrières qui leur permettent de vivre leur foi de manière beaucoup plus intense que moi. Et c'est pour ça que moi, j'essaye de faire en sorte que ce que je fais au quotidien, et ce pourquoi Dieu m'a créé aussi peut-être, fasse que je le fasse d'une manière ou d'une autre aussi pour Dieu. Et j'essaye de faire en sorte de donner toujours une belle image et de dire que voilà, ces choses qui m'ont permis d'arriver là où je suis, c'est aussi parce que j'ai cet amour de notre religion qui, en fait, Dieu nous pousse à être bon. Dieu nous pousse Mmh. à être bien et Dieu nous pousse à être compétents et excellents. Et souvent, malheureusement, dans notre communauté, on a beaucoup de personnes qui ont oublié qu'on a une religion qui est née à la base sur de l'excellence. On avait des experts et des savants dans tout. Et aujourd'hui, malheureusement, les musulmans
En règle générale, se sont laissés un peu aller et on a plus et donc il faut revenir un peu à nos Faut qu'on valeurs retrouve ça. d'excellence et voilà, alhamdoulilah, ma ibada, donc le wahid, il peut se dire: «Tiens, à travers son travail, ah ben, Dieu aussi, il en fait un acte d'adoration» parce qu'on ne renie pas nos valeurs et finalement, en fait, qui est plus heureux que nous alors? Si moi, Dieu, il peut accepter que mon travail, c'est un acte d'adoration, ben, je suis l'homme le plus épanoui, le plus chanceux du monde mais il faut se dire donc à travers ça, bah, s'interdire des choses. Moi, quand je fais des événements, il n'y a pas d'événements avec de l'alcool, il n'y a pas d'événements avec, des choses qui sont interdites et donc on se fixe les choses et ça, c'est très important que les auditeurs se rappellent, c'est que dans chaque choix, on doit mettre Dieu et ça, il faut déjà le rappeler à 15 ans à un jeune. Quand moi, je Mmh. vois aujourd'hui des jeunes de 15 ans d'origine musulmane qui me disent: «Oui, je vais devenir courtier en crédit», et j'ai envie de te dire: «Mais à quel moment tu as mis Dieu dans ta réflexion? Tu vas Oui. aller vendre de l'intérêt et travailler dans un domaine qui nous est interdit toute ta vie, toute ta carrière». Mais ça veut dire que si on parle du point de vue religieux, tu vas faire rentrer des revenus qui vont être illicites toute ta vie. Et ça, il faut le rappeler aux jeunes dès maintenant. Mmh. J'ai d'autres amis qui ont des enfants qui travaillent dans des discothèques. Alors, moi, j'ai rien contre les jeunes qui vont danser, s'amuser. C'est voilà, c'est jeune et c'est la vie, tu peux le comprendre. Et j'ai même envie de dire, on l'a peut-être même tous fait. Donc, c'est pas tellement ça. Mais comment toi, en tant que jeune, tu vas visualiser ta carrière professionnelle dans un domaine qui n'est pas nécessairement le domaine le plus sain, dans un domaine où il y a que de l'alcool, beaucoup de drogue et de problèmes dont on sait ce qu'il en sort. Et donc, il y a une différence entre faire une erreur dans ta vie privée et en faire une carrière professionnelle. Et ça, aujourd'hui, ce sont des valeurs que moi, j'ai envie de transmettre, et les gars et les jeunes. Allah yakhalikoum, quand vous pensez à ce que vous allez faire de votre vie, mais aussi quand vous pensez à chercher votre conjoint, votre conjointe, mettez Dieu dans votre choix. Et si vous Mmh. mettez Dieu dans votre choix, wallah, vous ne serez jamais perdant. Voilà, ça c'est le plus beau des conseils que je peux partager parce que c'est vraiment des choses que j'ai eu l'occasion de vivre plusieurs fois et alhamdoulilah, je ne l'ai jamais regretté. Jazakallah khairan Ismaël, c'était vraiment encore une fois des On très fait bons Algida. conseils. Écoute Ismaël, j'espère un jour pouvoir te rencontrer si je passe en Belgique, Inch'Allah, ou si tu passes à Inch'Allah, Singapour, marhaba, n'hésite pas à me n'hésite pas. contacter. Ce serait volontiers, j'y étais il n'y a pas longtemps, donc c'est Ah dommage qu'on ne ouais? se connaissait pas encore. Mais j'ai gardé un très bon souvenir, donc Inch'Allah, si j'ai l'opportunité d'y revenir, j'y reviendrai bien Ah volontiers. ouais. Ah bah, c'est surtout me contacter, hein. Voilà. Inch'Allah, je Ismaël, je te n'hésiterai souhaite pas. une bonne fin de semaine, Inch'Allah. Et puis, Shukran, vraiment. bon À très courage pour la bientôt, suite et que Inch'Allah. Dieu mette la baraka, Inch'Allah. آمين لنا جميعا إن شاء الله. السلام عليكم. Salam alaikum. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.